Est-ce que vous qui nous regardez de par le monde, êtes rassurés par la prestation des Lions indomptables du Cameroun? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de plus explosif encore le 9 septembre prochain du côté de Praia? Ce sera au Cap-Vert. Est-ce qu'on pourra compter sur une autre escouade de Lions métamorphosés, prête à rugir pour ravir véritablement la première place? Parce que c'est l'objectif avoué et défini par justement l'encadrement technique des Lions indomptables, la première place pour une qualification vers la prochaine Coupe du Monde. Ce sera justement le menu principal qui va justement meubler nos échanges du soir. Les Lions indomptables, est-ce que la victoire vous rassure? On en parle ce soir, justement sur le plateau du Grand Soir, et on reviendra aussi là en société sur enfin cette pluviométrie abondante qui justement inonde quasiment la capitale. Nous sommes à quelques heures de la rentrée scolaire au Cameroun, ce sera justement le 8. Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce que Yaoundé est sous la menace des eaux alors que des images très susceptibles nous ont été présentées de la part de certains Camerounais, l'avenue Kennedy sous les eaux, certains quartiers de Yaoundé quasiment sous les eaux? Est-ce qu'il faut avoir peur lorsque l'on sait que nos jeunes frères et sœurs iront du côté de l'école lundi prochain? Est-ce qu'il faut avoir peur? C'est l'inquiétude. Ou alors la réflexion qui sera faite sur ce plateau ce soir, sur justement les 1h, 1h50 du Grand Soir de ce soir. A tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir avec beaucoup de plaisir. Et je l'ai dit, pour cette autre aventure, nous avons convié sur cette estrade des analystes, des coachs, des enseignants, des journalistes. Et je m'en vais tout de suite commencer par ma droite proche avec un analyste. Justement, il est aussi enseignant, Monsieur Asiga. Vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Patrick, de votre prénom, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Le riche panel de ce grand soir. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à l'équipe technique et sans oublier l'équipe managériale. C'est toujours un honneur, un plaisir d'être invité sur votre plateau. J'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter bien sûr une bonne rentrée aux élèves et beaucoup plus aux enseignants qui vont naturellement commencer les classes la semaine prochaine. Je reste avec vous un instant, cher monsieur Asiga. Alors, vous le dites, la rentrée est annoncée pour lundi 8 septembre. Est-ce que, de votre côté, le moral est au beau fixe? Parler d'avoir le moral au beau fixe, ce serait un euphémisme, aucunement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le collectif des enseignants du Cameroun a eu, le COREC a eu à éditer je peux appeler ça une lettre à l'endroit du Premier ministre en date du 2 septembre pour manifester une fois de plus le ras-le-bol des enseignants. Dans ce collectif, on parle bel et bien des déceptions vis-à-vis des engagements du gouvernement et on se retrouve là sur toile de fond d'une certaine menace de grève. Oui. Déjà, nous ne sommes pas encore, la rentrée n'est même pas encore lancée, on subordonne déjà une grève. Le COREC dont il est question ici, c'est l'ensemble des syndicats de l'éducation au Cameroun. Et ce COREC a donc eu à déposer déjà cette menace de grève, commençant lundi, du 8 au 12, comme craie morte. La semaine qui suit, si rien n'est fait, ça sera école en berne et ainsi de suite. D'octobre, ça sera école morte. Donc c'est un programme que le COREC a donc déjà eu à établir. Reste à savoir si cette instruction sera respectée par tous les enseignants, mais toujours est-il que cela présente un malaise généralisé. Lorsque à chaque fois, c'est le même problème qui est posé, presque à chaque rentrée, les mêmes problèmes sont posés, les réunions sont tenues et les résultats ne passent pas à l'action, on peut bien comprendre l'indignation, on peut bien comprendre la déception qui anime aujourd'hui le collectif des enseignants. C'est fort de cela que je pense qu'il est question
pour le gouvernement qui a fait des promesses d'essayer de rentrer dans le cadre de l'apaisement, de ne pas attendre que la situation s'enlise pour pouvoir venir jouer les sapeurs pyromanes. Mais il faudrait, en tant soit peu, que lorsque les indicateurs sont au rouge, comme c'est le cas à l'heure actuelle, que le gouvernement puisse se saisir de cette opportunité pour pouvoir rassurer les enseignants. Mais malheureusement, nous sommes vendredi aujourd'hui et je ne sais pas quand est-ce que le gouvernement va convoquer les enseignants pour pouvoir les rassurer. Je crois savoir que c'est ce dont les enseignants en ont besoin aujourd'hui, même si ces promesses-là ne vont pas tenir. Mais il faudrait au moins quand même que cette communication-là ne soit pas coupée. On nous a fait savoir lors de la dernière réunion que nous aurons désormais des rencontres mensuelles, voire trimestrielles, afin de pouvoir, au fur et à mesure, ensemble, trouver les solutions aux problèmes des enseignants. Malheureusement, c'est devenu lettre morte. On ne sait plus à quel niveau on se trouve. C'est la raison pour laquelle il y a donc ce gourou-là du côté du collectif des enseignants. Merci, Monsieur Assiga, pour cet état de lieu. C'est vrai que le lexique qui est le vôtre fait un tout petit peur. On souhaite l'apaisement, on souhaite justement la réaction prompte de l'État du Cameroun pour qu'on ne s'achemine pas vers une année chaotique comme celle que nous avons antérieurement vécue. Lui n'est pas enseignant, il est plutôt journaliste. Timothée Somba, vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, c'est un plaisir d'avoir été convié à ce plateau de fin de semaine. Je ne saurais me taire face aux douleurs des enseignants étant fils d'enseignants, doublement fils d'enseignants même, je vais dire. Mais il est bon, à titre de note d'espoir, que les enseignants ne fassent pas le chantage à l'État du Cameroun, qui est un État hyper sollicité. Parce que la vérité, la voici. La vérité, c'est que OTS et consorts naissent d'une situation de dette dont le montant était chiffré à 200 milliards de francs CFA. En 3 ans, le gouvernement de la République a épongé ces dettes à hauteur de 164 milliards. Oui. Ça démontre l'effort que le gouvernement fait pour satisfaire d'abord la question de la dette. Maintenant, les 30 et poussières de milliards qui restent, si on s'en tient à cette bonne foi manifestée par le gouvernement, on ne peut ne pas dire que ces trentaines de milliards ne seront pas épongés. Mais il faudrait que les enseignants comprennent que les problèmes qu'ils posent sur la table nécessitent une réforme de grande amplitude et qui a déjà été amorcée au niveau de la fonction publique avec la suspension des intégrations des enseignants issus des écoles normales. Quelqu'un va me poser la question, pourquoi on a suspendu ces intégrations? C'est justement parce qu'on est sur la phase d'implémenter ce que le Code général des collectivités décentralisées a prévu, c'est-à-dire que les enseignants du secondaire soient directement recrutés et gérés au niveau des régions. Donc, nous sommes dans un train de réforme qui va aboutir à une meilleure situation des enseignants. Le fait de brandir à chaque rentrée scolaire les menaces de grève et autres, démobiliser les parents, et parce que les Camerounais sont assez futés, vous allez observer que beaucoup de parents aujourd'hui préfèrent aller payer des sommes astronomiques dans le secteur privé, parce qu'on a l'impression que les parents qui sont fonctionnaires, enseignants, eux-mêmes n'ont pas la mesure de l'importance qu'ils ont dans la société. Merci Timothée Somba. C'est vrai que c'est une situation préoccupante sur laquelle peut-être un mot est demandé. On souhaite l'apaisement, qu'on n'aille pas vers une autre année scolaire chaotique, comme je l'ai dit. Un enseignant peut en cacher un autre sur ce plateau, Monsieur Thomas Noah. Votre casquette, justement, d'analyste sportif, est interpellé plus tard. L'enseignant aussi est sur ce plateau, en votre personne. Nous vous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous les co-discutants. C'est toujours un plaisir de venir ici parce que c'est important de venir éclairer la lanterne tant au niveau socio-culturel que sur les problèmes quotidiens qui minent la société et même sur le plan sportif. Oui. Mais je voudrais déjà vous dire, Stéphane, félicitations parce que j'ai travaillé avec certains de vos collègues du public. En fait, je ne vais pas citer les noms, il faut respecter les gens. Les meilleurs journalistes sont privés. Alors je vais vous dire, croyez en votre étoile, vous êtes des grands journalistes au privé.
C'est vous qui êtes des grands journalistes. Il faut le dire avec force quand même, on ne le dit pas assez. Vous savez, même si vous êtes le seul à croire votre étoile, il faudrait croire en cette étoile. Donc félicitations à vous du privé. Félicitations également aux journalistes du public. C'est pas que je leur manque de respect, mais je voudrais dire ici que vous êtes des grands journalistes, Stéphane. Tu n'es pas le seul, et les autres. Info TV. Merci Thomas Noah pour les mots gentils. Ça encourage de savoir que parfois le talent ou alors le travail qui est abattu ici à Info TV est reconnu. Lui, les questions sportives n'ont aucun secret pour lui. Les questions sociales aussi. Le coach Jean-Claude Lemjokem vous est parmi nous. Bonsoir coach. Merci Stéphane Mbarga. Vous avez souvent oublié que je suis enseignant aussi. Parce que les gens n'ont jamais su que je suis professeur d'éducation physique. Voilà. Avec chez Noir. Donc, comme nous entraînons, on nous appelle coach. Régulièrement, les Timothées nous appellent coach, ils ne savent même pas que... on a éduqué. Mais bref, tout l'enseignement, c'est généraliste. C'est un mot général. Un mot, professeur, si vous voulez. Votre regard sur cette rentrée qui arrive et sur tous les cris, comme M. Assiga révélait sur ce plateau, les cris d'orfèvre de la part d'enseignants qui estiment une fois de plus que la parole de l'État semble ne pas avoir été tenue. Oui, vraiment, j'ai suivi M. Timothée parler de certains faits. Et il faut vous dire qu'aujourd'hui, les parents ne s'en sortent pas. Jusqu'à présent, il y a les parents qui n'ont pas les moyens. Ils ne savent pas si leurs enfants vont fréquenter cette année. Oui. Et vous voyez, ça ne dit rien aux politiques. Comment ça, ça ne dit rien aux politiques? Parce que je voyais une émission l'autre jour, comment Nalova Nyonga a ordonné... S'il vous plaît. Oui, le ministre de l'enseignement secondaire a ordonné d'aller fermer les établissements scolaires à la veille de la rentrée. Mais s'ils ne sont pas en règle. Non, mais laisse-moi, les histoires ne sont pas... Il faut qu'on les avertisse avant... N'attendons pas la rentrée scolaire pour aller fermer les établissements scolaires. Nous sommes dans un pays Monsieur le maire Ngoulou est là, le RDPC, Ngoulou est là. C'est votre parti. Quoi? Il faut arrêter ça, monsieur Ngoulou. Vous attendez la rentrée scolaire. Vous savez que les parents ont des difficultés pour inscrire leurs enfants. Et vous savez que les enfants, aujourd'hui, pour accéder même dans les lieux d'éducation, c'est difficile. Avec l'état de route à Douala, regardez, les embouteillages, déjà pour que j'arrive dans votre studio. Monsieur Lemjo, qu'est-ce qu'on fait? Je viens. Attendez, moi je vous relance. Oui. Vous évoquez une problématique assez délicate, celle de la précarité qui est celle des parents, mais aussi, comment est-ce que vous réagirez lorsqu'en décembre, on vous apprendra qu'un fondateur d'un établissement véreux a disparu avec l'argent des parents et que ceux qui sont inscrits en classe d'examen ne pourront pas composer. Monsieur Mbarga, ne tombez pas dans ce piège. Moi, je vous pose une question simple. Oui, je vous dis, ne tombez jamais, n'orientez jamais le débat dans ce sens-là. Je pose une problématique. Aujourd'hui, aucun fondateur avec l'établissement scolaire ne peut fuir avec l'argent. On sait que les gens ont mis leurs intérêts dans ce domaine parce qu'ils savent que l'éducation paye. Si on avait un État responsable, l'État devait multiplier des structures d'enseignement, d'éducation pour que les parents, pour que les gens ne partent plus au privé. Parce qu'à l'époque, là, nous, on a fréquenté dans les établissements publics. Oui. Même mes enfants ont suivi les publics. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas échoué. Mes enfants sont des ingénieurs. Je n'ai que les filles. Les enfants sont des ingénieurs, machin, et master 2 en droit des affaires. C'est l'établissement public qui a jamais inscrit un enfant au privé. Parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour aller payer au privé. Merci. Mais aujourd'hui, vous voyez un plus pauvre. Les gens, quand je vous dis que les parents pleurent, tout le monde crie là dehors. Mais vous allez voir, le parent pleure parce que c'est au privé qui va aller inscrire l'enfant. À la maternelle, on te demande 100 000, 200 000. Vous payez déjà à la maternelle 100 000 qu'au secondaire. À l'université, vous allez payer combien? 300 000. Donc, maintenant aussi ça, les frais de scolarité qui sont grimpantes chaque année. Cette histoire d'APE, cette histoire de livres, chacun son les prix à sa volonté. Vous voulez que les Camerounais vivent comment? On va comprendre. Il y a autant de choses qui peuvent... Il y a des choses qu'on va régler, Non, rien ne peut être réglé. Merci coach. À moins que vous soyez en train de faire la politique. Donc c'est pour dire donc la rentrée scolaire, vraiment,
je ne sais pas si elle sera effective, mais comme les politiques aiment la rendre effective, elle sera effective vulgairement sur le papier, mais les chefs de l'établissement, ça ne leur dit rien. Hein. Les chefs de l'établissement défendent leur matricule. J'ai jamais fait de la rentrée scolaire on va pour remplir les fiches. Mais c'est les enseignants qui souffrent. On prend une Vous allez faire une bonne rentrée. Qui va venir enseigner vos enfants? On a compris. Ils vont venir désinformer vos enfants comme d'habitude parce qu'ils font des réclamations et vous allez dire que la rentrée est effective. Merci, on va compris. On a justement un devoir de rectitude sur ce plateau. La rentrée sera effective selon les orientations gouvernementales au Cameroun le 8 septembre. Vous avez été présenté sans que je ne l'ai fait. Patrick Ngoulou, conseiller municipal RDPC, je précise, vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Permettez-moi de vous dire bonsoir, mais surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux enseignants à qui je souhaite beaucoup de courage pour la rentrée. Monsieur Lemjo est dans son élément, c'est des gens, des agitateurs sociaux qui égrènent les chapelets de plaintes de plateau en plateau. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'il dit. Comment tu dis agitateur? Ce n'est pas ce que j'ai dit, Stéphane. Si la vérité devient l'agitation, je suis en train de décrire... Je suis un vieilliste. Je suis en train de décrire quelque chose. Et je voudrais partager le point de vue de M. Essomba pour dire qu'on ne fait pas de chantage à un gouvernement. Il vous a parlé des chiffres. Moi, je ne reviendrai pas sur les chiffres. Mais je voudrais quand même dire que quand les gens disent qu'ils veulent rester dans un dialogue permanent, ils ne sortent pas les machettes. Parce que ça devient une rengaine. Est-ce que la parole de l'État se perd, M. Ngoulou? On a l'impression que c'est le même lexique, la même rhétorique vis-à-vis des enseignants qui posent des problèmes concrets, précis, mais auxquels l'État peine ou alors ne parvient pas justement à donner des réponses concrètes. Stéphane Barga, je ne vous arrête pas la parole. Non, je dis que les choses très importantes. Depuis que les enseignants grèvent, on ne paye pas leur argent, mais on envoie l'argent au Hajj, aux gens qui vont prier à l'Arabie Saoudite, aux musulmans, les milliards. Alors que l'argent des enseignants, c'est 2 milliards. On n'a jamais payé, mais on sort plus 2 milliards pour envoyer les musulmans aller au Hajj pour prier, cogner le front au sol. Et puis pour qui? Pour les enseignants ou bien pour la Jean-Claude Lemjo, s'il vous plaît. Oh, là, c'est gratuit. S'il vous plaît. On va faire attention à ce qu'on dit sur ce plateau. Envoyer des personnes au Hajj pour des questions religieuses est tout autant important que la question des enseignants qui est traitée sur ce plateau. Qu'est-ce qui est prioritaire? S'il vous plaît, non, respectons la parole, la prise de parole sur ce plateau. Sinon, ça ne va pas se faire, Jean-Claude Lemjo. D'accord. On va se calmer, on va permettre à ce que M. Ngoulou puisse dire un mot, de façon à ce que son avis aussi soit partagé. Puisqu'on ne s'adresse pas à nous, on s'adresse aux téléspectateurs. M. Ngoulou, vous avez la parole. Oui, j'étais en train de dire, Stéphane Baga, qu'on ne peut pas procéder à un chantage permanent. Quand il vous a parlé des chiffres, nous partons quand même d'un chiffre. Oui. 200 milliards. Et il en reste à peu près 30. Je ne sais pas, quand vous dites, vous parlez de rhétorique, qu'est-ce que vous mettez dans la rhétorique? Si quelqu'un vous doit de l'argent, il a la bonne foi, il vous dit, je vais payer, il commence à payer, il paye plus de la moitié. Il en reste juste un peu. Maintenant, quand vous voulez qu'il vous paye, vous décidez d'aller l'assiéger dans sa maison, qui, en ce moment-là, ne tient pas parole. C'est vous qui n'écoutez pas. Oui. Parce qu'à un moment donné, il faudrait quand même aussi que les enseignants se disent qu'ils sont des fonctionnaires. Ils sont de la fonction publique, pour la plupart. Et que, pour cela, ils travaillent un peu moins que les fonctionnaires normaux. Parce qu'ils ont des congés et des vacances. En même temps, il ne faudrait pas que cela devienne, comme vous-même vous avez utilisé la rhétorique. Chaque fois qu'il y a soit les examens qui approchent, on sort la menace de la grève. Chaque fois que c'est la rentrée scolaire, on dit on va commencer par crème morte, école morte, après ce sera le chaos. Quand vous voulez vérifier, et il a dit quelque chose, vous voyez que depuis un certain temps, les établissements privés prospèrent. Aujourd'hui, c'est difficile de voir un parent sérieux aller mettre son enfant au lycée. Parce qu'on s'est dit que là-bas, c'est des plaisantins que chaque fois... Et pourtant, ce sont les mêmes
qui vont au privé. Qui vont aussi là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre. Moi, j'ai des amis enseignants qui enseignent dans des lycées périphériques, à Ouai et autres, où quelqu'un a 2 jours de classe. Pendant ce temps, il travaille à Yaoundé dans des établissements privés. Il cumule ses heures en 1 ou 2 journées, et puis le reste du temps, il enseigne ailleurs, et il gagne de l'argent là-bas. C'est vrai, c'est de leur droit, ils réclament leurs droits, mais il y a une façon de réclamer. Merci, M. Ngoulou. Oui, je vous donne 1 minute, M. Assedia. Oui, si je peux me permettre, je voudrais que nous nous accordions sur ce plateau. Quand on parle des problèmes de notre société, l'éducation, la santé et autres, évitons parfois de mettre nos intérêts politiques dedans, tout simplement parce qu'on veut faire des fleurs à notre chapelle politique. Quand on parle de l'éducation dans un pays comme le nôtre, débarrassons-nous de nos chapelles politiques. Parce que quand il s'agit d'éduquer un enfant, on ne regarde pas s'il est du SDF, s'il est du RDPC ou s'il est d'où. Il est question de revoir l'ensemble de l'éducation, du système éducatif au Cameroun. Il n'est pas question de revenir ici pour penser qu'on est... Pourquoi attendre le moment de la rentrée pour poser ces problèmes vous me poserez certainement la question, pourquoi attendre le moment des élections présidentielles pour poser ce problème? C'est en ce moment-là, effectivement, où c'est la grande écoute. C'est la grande écoute, nous voulons à tout prix nous faire entendre. Donc il ne faudrait pas qu'on mette ça comme si le corps enseignant est ce corps-là qui veut déstabiliser le pays, ou alors ce corps-là qui... Non, il faudrait que nous sachions qu'il s'agit du système éducatif du Cameroun. Et si nous sommes sérieux, nous tous, nous regardons droit dans les yeux, nous savons tous que le système éducatif camerounais a un problème dans tous les domaines. Que ça soit, aujourd'hui on ne parle que des enseignants, personne n'a évoqué ici les contenus et les programmes qui vont avec. Mais on ne parle que des enseignants pour dire que quand nous réclamons par exemple le Forum national de l'éducation, est-ce que ça ne concerne que les enseignants à ce moment-là? Il faudrait à un moment donné que nous soyons sérieux et que nous nous débarrassions un peu de nos oripeaux politiques qui à un moment donné prennent de l'ascendance sur la raison. Merci, M. Assedia. Timothée Somba, je vous donne 1 minute. Ce n'est pas une problématique inscrite à l'ordre du soir. Les enseignants sont des agents publics. Ceux qui grèvent ou menacent de gréver sont des agents publics. Recrutés sur la base d'un contrat qu'on ne signe pas sans avoir tout lu. Lorsque j'ai signé le mien au Minfopra, on m'a obligé de lire toutes les 4 pages. Alors je ne vous recrute pas, moi l'État, pour que vous veniez m'imposer votre agenda. Ce n'est pas aux enseignants d'exiger le Forum national de l'éducation. Ils peuvent l'organiser sans l'État. Ce n'est pas aux enseignants d'exiger la réforme du système éducatif. Parce que là, c'est une politique publique. Et la Constitution a choisi un Camerounais, un seul, qui a le pouvoir de définir la politique nationale de la nation. Le souci, c'est que beaucoup d'enseignants sont en train de vouloir agir au-delà de leurs compétences. Oui. Ce n'est pas à eux d'exiger la réforme du système éducatif. C'est faux. Revendiquez vos droits. Lisez votre contrat. Est-ce que ce que mon contrat dit, l'État me paye? Tant que l'État respecte le contrat des enseignants, les revendications supplémentaires doivent faire l'objet d'une négociation et non d'un chantage. Merci Timothée Somba. 1 minute, Jean-Claude Lemjo. On sort. Ce n'était qu'un bonsoir que je vous disais. Oui, je veux inscrire en faux sur tout ce que Timothée vient de dire. Et je voudrais rappeler au maire Ngoulou pourquoi les enseignants ont plusieurs emplois de temps, comme il le dit. Un fonctionnaire de cette République qui n'est pas enseignant, qui travaille dans des ministères, vous savez les avantages qu'ils ont? Pendant que l'enseignant attend la fin du mois pour avoir sa prime, qui est parfois 2500 ou 1000 francs, ou 3000, ils ont des émoluments dans les ministères là. Par semaine, 40 000, on donne 40 000 à quelqu'un. Ils signent, ils ont des trucs qu'ils signent dans les ministères. Mais c'est un contrat. Par mois, ils peuvent payer même 200 000. C'est un contrat que vous avez signé en connaissance de cause. Je parle des contrats, mais tout le monde a signé. Tout fonctionnaire camerounais respecte le même statut particulier de l'État. Mais chaque corps doit avoir son statut particulier. Pourquoi vous pensez que dans ce pays, depuis que le Cameroun existe, on refuse de signer le statut particulier des enseignants?
Et encore plus, il y a une autre fraction des anciens, le cas des PS, qui sont oubliés. Ceux-là, chaque ministre qui arrive chez eux devient ministre de football. C'est-à-dire qu'ils oublient ces enseignants-là. Dans leur bulletin de vous voyez souvent ministère tampon. Dans leur bulletin de sol. Ça, vous comprenez que quand vous vivez dans cette frustration perpétuelle, et tu ne comprends pas, Timothée, tu ne peux pas savoir. Tu peux savoir que quand je vais saluer mon ami au ministère des Finances, il a déjà imagé sur 3 papiers avant, pendant une semaine, tu vois les montants 50 000, 40 000. Tu dis que mais c'est quels avantages que les gens ont aussi. L'enseignant doit avoir ces avantages quand? Et vous dites que l'enseignant doit faire ceci. Merci. Le fonctionnaire qui se sacrifie plus dans ce pays, c'est l'enseignant. Merci. On doit le savoir. On a compris. Et on doit le donner de la valeur. Merci. Donnons de la valeur aussi à ceux qui prennent la peine de réagir sur nos différentes plateformes. C'est ça, le grand soir. Bonsoir le panel. J'ai toujours un malheureux plaisir d'écouter les analyses de mon frère Essomba, qui oublie que notre champion ne nous envoie pas sur les plateaux détourner la réalité. Pourquoi cet État ne peut pas prendre les salaires des ministres pour régler la dette des enseignants? Et on verra donc comment ces ministres vont l'accepter. Monsieur Essomba, si toi tu profites des avantages de ces régimes, pardonne ceux qui pleurent, sortons des chapelles politiques lorsque nous parlons des réalités visibles. Roger Mbaga a réagi. Bonsoir à vous sur le plateau. Dites à monsieur Ngoulou et à monsieur Essomba que le sage recommande le silence. À cet effet, le système éducatif a un vrai problème. Vouloir résoudre le problème des enseignants à la dette due aux enseignants est fait preuve d'ignorance sur le sujet. Merci pour la contribution. On prend rapidement une autre. Bonsoir à tout le panel présent sur le plateau du Grand Soir d'Info TV. Moi, c'est Georges depuis Kousteri. Juste rappeler à M. Essomba Timothée que s'il s'exprime bien en français sur un plateau de télévision aujourd'hui, c'est le travail acharné des enseignants. Donc qu'il soit moins ingrat, car ce problème des enseignants aurait pu être résolu depuis, alors que nous savons que certains responsables détournent des milliers, des milliards de francs CFA pour des fins personnelles. Donc un peu de respect pour ces enseignants qui se sacrifient pour nous. On va prendre une autre plateforme, elles sont nombreuses. Bonsoir au plateau. La situation est critique. Il est inadmissible que les parents payent et soient mis sous pression pour la pension de leurs enfants. Mais en retour, les enseignants font le boulot et ne sont pas payés. Merci pour la contribution. Bonsoir. En vrai, le monsieur a raison, car tout le monde doit goûter au miel. Je ne sais pas de quel miel il s'agit. Bonsoir le plateau. Les enseignants ont 4 mois par an. Pourquoi ont-ils le salaire pendant ce temps? Merci pour la contribution. Bonsoir. Moi, je suis enseignant sorti de l'Aignette depuis 4 ans. L'intégration, c'est déjà les réseaux. Merci pour la contribution. On va revenir et souhaiter bonne chance à tout le système éducatif. On va dire bonne chance aux parents, bonne chance aux élèves, bonne chance aux enfants. Soyez attentifs. Dès le 8 septembre, l'année scolaire a débuté et il ne faudrait pas se laisser distraire. Il faut être tout de suite attentif pour pouvoir espérer un résultat positif en fin d'année. Une fois que je l'ai dit, je prends une brève transition et je reviens cette fois-là pour évoquer la question des lions indomptables avec justement cette interrogation. Est-ce qu'il faut se rassurer lorsque l'on observe justement la victoire qu'il y a eu hier face à l'Eswatini? A tout de suite. Retour sur le plateau, nous célébrons avec ce grand sourire la victoire des Lions indomptables face à l'Eswatini. C'était hier une victoire qui a fait vibrer comme jamais le public sportif camerounais. 3-0, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu cela. 3-0 même en première mi-temps, il faut le préciser. On a donc vu une cuvée des Lions indomptables assez virevoltante, avec quelquefois aussi quelques manquements sur lesquels nous allons revenir justement ce soir. Je vais commencer par les acteurs, les observateurs. Monsieur Asiga, on a vu les Lions indomptables se déployer avec beaucoup d'enthousiasme hier. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué lors de cette rencontre? Les 3 buts, le caractère incisif de Brian Bomo, ou alors les quelques manquements défensifs de ce qu'on a pu apercevoir comme Michael Ngade, qui parfois a causé quelques frayeurs? Bien, comme tout Camerounais, le match d'hier était alléchant. C'est tout le monde qui a, sans toutefois être technicien comme
mon consultant de droite ou bien encore le coach Mjo, mais au regard de la façon dont le ballon était circulé, surtout à la première mi-temps, vraiment, c'était beau à voir. On peut quand même s'en féliciter et dire merci à ces Lions indomptables de nous avoir produit ce jeu. Toutefois, il faudrait quand même avoir un certain œil pour essayer de voir aussi, est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas de répondant que ce... Il faut dire que ce n'était que l'Eswatini. Ce n'était que l'Eswatini qui est 155e mondial, si je me trompe. Merci pour la précision. Oui, et on a essayé de voir lors des relances de cette Eswatini, puisqu'on était tellement dans leur camp, on voyait donc vraiment des lacunes parce qu'à plus de 2 actions, il a fallu que la défense soit, c'est-à-dire que l'attaque eswatinienne soit un peu maladroite pour ne pas réaliser ce qu'on pouvait bien craindre. Et c'est là où le comportement de la défense peut donc être remis en cause pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'est la lourdeur peut-être au niveau de l'axe central qui faisait problème, parce qu'il fallait qu'avec le système qu'on a eu, le système avec lequel on a eu à jouer hier, il fallait effectivement de la vivacité, il fallait que nous ayons des enfants qui vont vite pour récupérer ce ballon. Donc on a vu cela et on peut bien se dire on a gagné, parce que remarquez très bien quand nous revenons à la deuxième mi-temps, lorsque les choses ont été restructurées du côté de l'Eswatini, nous avons eu des difficultés cette fois-ci à pouvoir mettre un autre but. Et pourtant, nous pouvions bien mettre un autre but à cette équipe. Donc on peut bien se dire, c'est bien, on a eu les 3 points, mais rien n'est encore gagné. Et nous pouvons donc rentrer pour comprendre une chose. Le match vient s'accomplir, la victoire vient s'accomplir au stade. Oui. Mais il est préparé dans des bureaux de façon administrative. Oui. Et c'est là où le véritable problème va donc ressurgir. Sur les problèmes, les soubresauts qui tournent autour des Lions indomptables. Ça ne va pas dans les bureaux? Ça ne va pas là, de ce côté-là? Ça ne va pas de ce côté-là, d'autant plus que le fameux problème de l'assistant du coach est toujours querellé, c'est-à-dire ce problème-là est toujours querellé jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors, comment est-ce qu'on pourrait penser que ça va de ce côté? Donc, on va peut-être certainement y revenir, mais il y a tout un armada de choses tout autour de ces Lions indomptables où les responsables sont tenus, franchement, de se débarrasser afin de permettre que mardi prochain, les Lions puissent faire bonne figure du côté de Preya. Merci. On va justement prendre un avis, puisque selon vous, Monsieur Assega, vous dites que ça ne va pas dans les bureaux. Prenons justement le ministre à la sortie de cette victoire des Lions indomptables du Cameroun, qui lui aussi revient sur certains aspects précis concernant justement l'entourage des Lions, l'encadrement, mais surtout se projette déjà sur cette rencontre de mardi du côté du Cap-Vert. Notre sélection nationale Fanion, des Lions indomptables, se produire avec une très belle qualité de jeu. Et des Lions indomptables qui ont révélé leur talent, leur génie dans toute leur splendeur. D'où ce beau score qui témoigne de ce qu'il y a une ardeur de vaincre, un souffle conquérant au-dessus de cette sélection que manage avec beaucoup de brio et de vaillance l'entraîneur-sélectionneur Marc Brice. Nous souhaitons que cet exploit soit réédité. Bien sûr, nous avons dans quelques jours, le 9 septembre plus précisément, un match tout aussi décisif contre le Cap-Vert. Nous espérons qu'à l'issue de cette confrontation, les Lions indomptables vont retrouver la place qui est la leur, compte tenu de leur palmarès, compte tenu du talent des uns et des autres, et compte tenu également de tout ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, déploie comme moyen, déploie comme ressources pour permettre à l'ensemble des Lions indomptables, c'est-à-dire le staff technique, l'encadrement et les joueurs d'évoluer dans de bonnes conditions. À ce stade, nous ne pouvons qu'en appeler à une dynamique d'apaisement autour des Lions indomptables. Nous ne pouvons qu'en appeler à plus de cohésion et à une harmonie au sein de la tanière et
autour de la tanière. Et ce que le président de la République appelle la glorieuse incertitude du sport est là certes, mais les conditions objectives sont réunies pour que les Lions indomptables puissent montrer de quoi ils sont capables en termes de conquête de la gloire et des lauriers sportifs pour la grande gloire du grand public sportif camerounais qui a été très enthousiaste ce soir que nous avons eu. Retour sur le plateau, nous avons Jean-Claude Lemjo, écoutez le ministre Narcisse Mouelekombi, le professeur. Est-ce que, selon vous, encadreur sportif, entraîneur de football, est-ce que cette victoire est une victoire en trompe-l'œil? Revenons d'abord sur les premiers soucis d'inquiétude, les premiers soucis que les Camerounais ont eu avec le classement. On a vu des joueurs qui, ma foi, il faut le dire, n'étaient pas à leur poste originel. On a vu par exemple Mouminga Maleu, quasiment latéral droit, ce qui n'est pas sa fonction première depuis qu'il est à l'équipe nationale du Cameroun. On a vu une défense assez lourde, il faut le dire, et un milieu de terrain où justement on a pu entrevoir un déficit d'automatisme. Arthur Avom qui grenait ses premiers pas en tant que titulaire, et les autres. On a vu justement en attaque, quelquefois, des joueurs qui se marchaient un peu sur les pieds. Est-ce que au niveau du classement, d'abord, que le coach Fabrice met sur pied, il n'y a pas besoin de faire mieux, tout simplement? Il faut déjà féliciter l'organisation autour de... Il faut féliciter l'organisation générale autour de ce match de Lyon. Oui. Il faut féliciter le travail du staff technique qui, pour une fois, vous savez qu'au football, il y a une chose qu'on demande quand vous avez la maîtrise de votre effectif, la maîtrise de vos éléments. Oui. C'est ça qu'on dit qu'en EPS, quand tu as la maîtrise, quand tu te rends maître de ta classe. Oui. C'est ce que nous avons, c'est ce qui fait la différence. Vous avez un coach qui connaît son effectif, qui a transformé cet effectif en un corps familial, en une équipe soudée, l'esprit d'équipe qui règne, où il y a une familiarité avec l'entraîneur, entre eux, et ce qui favorise par certains résultats qui arrivent. On peut prendre un ailier et le transformer en latéral. C'est pour vous dire donc que Fabrice a tellement rodé son effectif qu'il maîtrise, parce qu'on parle souvent de postes de prédilection et de postes probables au football. Oui. Mouminga Malo, pour moi, je sais qu'il est un bon latéral. Mais vous l'avez vu latéral? Il a déjà joué latéral. Où? Non, ben, je ne peux pas vous dire où. J'ai dit que c'est un bon milieu latéral. Et on dit au football qu'un bon défenseur central est un bon avant-centre. C'est ça, c'est la théorie au football. Je suis un entraîneur de haut niveau. Un bon défenseur central peut s'avérer un bon avant-centre. Voilà. Un gardien de but peut être un bon joueur de champ. Donc, un bon joueur de football doit être polyvalent. Il doit être prêt à apporter son service et dans les meilleures conditions à tout moment que l'entraîneur est au fils. Quand il est arrivé en Europe, on l'a tellement utilisé à tous les postes, partout, dans toute l'équipe où vous arrivez. Cela justifie ceci? Ça ne veut pas justifier le problème où les joueurs n'étaient pas à leur poste. Ça veut dire que Fabrice, sur sa main, a déjà rodé un peu l'effectif. Vous voyez, chaque fois qu'il fait venir certains jeunes joueurs que nous ne connaissons pas, dès qu'ils entrent au stade, ils nous apportent satisfaction. Par rapport le jeune latéral droit, Maguida, que personne ne connaissait, mais il était super. C'est un gars avec une technique très évoluée. Il regarde ses touches de balle et c'est lui qui a apporté les relances dans les offensives, dans les attaques adverses d'une rapidité et d'une affinité. Voilà, très feeling. Donc moi je dis, il faut voir tout le monde, il faut voir les interactions mutuelles. Les Swatini est venu jouer avec un bloc équipe très bas, c'est-à-dire à la défensive. Ils ne sont pas venus jouer pour attaquer, ils attendaient le Cameroun parce que c'est une équipe qui nous a menacés là-bas. Ils ont failli nous taper. On s'est sorti dans les bras de cette équipe avec beaucoup de chance. Mais il fallait prouver chez nous qu'on est prêt à aller retrouver notre place. Vous rassurez, coach? Ça nous rassure parce que... Non, moi je parle de vous. Oui. Ça vous rassure? Non, hier, je n'ai jamais... C'est-à-dire, pour une fois, j'ai été fier de voir le déroulement, les constructions de jeu, comment les actions partent pour aboutir au but. Et
Koudou, j'ai toujours aimé Koudou. Parce que les gens qui ne l'ont pas souvent appelé dans la sélection, j'ai dit que c'était des erreurs. Tu as vu sa façon de jouer. Tu as vu Mbemo, partant du couloir excentré là-bas, venir marquer. Tu as vu avant, malgré sa première sortie à l'équipe nationale, il a flanqué. Par contre, notre doyen capitaine Aboubakar Vincent, même s'il n'a pas pu marquer, il a fait une passe de but. Mais je dis, avec autant de jeunes convoqués par Mabrice, on ferait mieux. Parce qu'en laissant Aboubakar Vincent au stade pendant 120 minutes, 90 minutes, ça fait baisser un peu sa qualité près des spectateurs, près du public. Oui. Parce qu'il fallait mieux. J'avais demandé... Vous, coach Lemjo... J'étais à la place du coach, je l'aurais reposé. S'il vous plaît, moi je vais poser une question que beaucoup de Camerounais et le public sportif se sont posés. Vous, coach, vous auriez mis Aboubakar Vincent titulaire, alors que Eric Maxime Choupo-Moting est quasiment parmi les meilleurs buteurs à MLS aux États-Unis? Surtout à cet instant-ci, où Choupo-Moting brille et que tout le et score à tout moment dans son club. Aboubakar Vincent, qui depuis n'a pas de club, un entraîneur ne peut pas prendre ce grand risque. Ici au Cameroun, il y a une chose, c'est-à-dire qu'on travaille comme des Camerounais. C'est-à-dire que les entraîneurs qui arrivent ici, on les amène à fonctionner comme des Camerounais. Vous sollicitez que Choupo soit titulaire mardi, en lieu et place du capitaine? En principe, Choupo-Moting connaît cette équipe capverdienne. C'est lui qui doit même commencer. Même ce match d'hier, j'avais pensé que on ne devait pas prendre le risque d'aligner Aboubakar Vincent, malgré qu'il a déjà apporté des noms servis au Cameroun. On sait qu'il est le capitaine emblématique, on sait ce qu'il a déjà fait, mais qu'on sache qu'il y a l'âge de repos. Et au football, le football ne s'amuse pas. À certains, quand tu veux forcer, quand tu atteins, je vous avais dit que l'âge de retraite au football, c'est 33 ans. 33 ans, monsieur Noëlla. À 33 ans, merci, vous devez aller en retraite au football. Mais il y a des gens là-bas qui ont déjà plus de 40 ans, qui ont 36 ans, mais qui sont encore performants. Mais je dis, il faut donner du temps de jeu. C'est-à-dire que ces gens-là, on doit les contenter pour 15 minutes de match, 20 minutes de match, et de temps en temps, quand on est en train de mener, on les fait au moins entrer pour leur expérience. Personne ne dénie la qualité d'Abouabakar Vincent, mais je dis qu'on a une équipe très solide. Moi, je suis sûr que l'équipe qui va aller là-bas jouer va gagner le Cap-Vert. Parce qu'avec tous les jeunes loups que j'ai vus, avec la victoire, l'envie de gagner, nous devons dire félicitations à Mabrice. Et mon collègue a évacué un problème. Non, on revient vers vous. Voilà, Monsieur Ngoulou, de dire un mot. Alors, on a... Le coach est revenu sur les aspects techniques. Les Camerounais sont interrogés sur justement les choix tactiques du coach. Mais on va de façon transversale aussi revenir sur justement quelques propos du ministre Mouele Kombe qui prône l'apaisement autour et en interne dans la tanière. À dire qu'il y a encore ces fantômes ou alors ces démons du désordre qui hantent notre tanière, monsieur Ngoulou? En réalité, Stéphane Baga, je ne sais pas si j'ai regardé le même match que le coach Lemjo. Et je vous rappelle que moi j'étais au stade, j'ai vu le match en direct. Oui, c'est important de le dire. La réalité, c'est que un aîné, votre aîné dans le journalisme a écrit un livre. Il parlait d'une maison hantée. Je pense que c'est tout le secteur sportif camerounais qui est hanté. Parce que quand vous avez vu, si vous aviez été au stade hier, oui, l'environnement du match était chrysogène. Vous avez vu quoi, monsieur Vous voyez des gens crispés, vous voyez des joueurs, des gens avec... On a vu le président de la FECAFOOT acclamé comme une superstar. On a vu aussi... Ça, c'est une habitude. Des Camerounais hués, il faut le dire. Certains joueurs, ce qui n'est pas du tout patriotique. On a vu quelques cris de singe à l'entrée du ministre. On a vu beaucoup de choses. Vous n'avez peut-être pas vu comment on a eu le ministre lui-même. Peut-être ça vous a échappé. Certainement. Bon, quand vous avez écouté le ministre tout à l'heure, honnêtement, est-ce que ça c'est un discours d'un homme d'État? Voilà. Quand vous êtes tutelle d'une institution, oui, vous vous mettez au-dessus des petites intrigues de quartier. Mais quand vous l'écoutez,
vous entendez des relents de crise, vous entendez, il parle des joueurs, il félicite des joueurs, il félicite le coach, il félicite tout le monde. Mais l'organe technique, la FECAFOOT ne s'est pas autodéterminée. Tout à fait. C'est vous qui avez confié une mission à la FECAFOOT. Oui. Vous parlez de l'organe technique. Comment au cours d'un match, vous ignorez, vous snobez donc l'organe technique? Mais vous pensez que le match s'est tellement bien joué, les acteurs ont tellement... Peut-être c'est le président de la fédération qui lui-même a allumé la première mèche en refusant de s'exprimer au micro de la télévision nationale. Ça peut aussi être cela sans justifier ceci. Vous savez, Stéphane Baga, les questions de foot, hein, c'est tellement d'émotions, de passion et tout. Je n'aime pas tellement aborder. Mais je dis, si nous entrons dans les détails, oui. Parlons vraiment de la télévision nationale. Quand vous écoutez les reportages, est-ce que c'est des reportages des professionnels qui doivent parler d'un secteur précis? Non. Vous avez des gens qui sont comme envoyés en mission. Le même président de la FECAFOOT, quand il était en activité, ses ministres tremblaient en le recevant dans les bureaux. La même télévision nationale la courait quand il était sur les stades. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je vous dis, Eto'o-Fils, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. À un moment donné, ce qu'il a fait dans le football mondial mérite d'être salué. Moi, à la place des dirigeants camerounais, j'aurais même abandonné la FECAFOOT à M. Eto'o-Fils et l'accompagner dans l'encadrement. Ce n'est pas ce qui est fait. À respecter. Ce n'est pas ce qui est fait. Bon, de toutes les façons. Moi, je vous ai dit que je ne voudrais pas entrer là-dedans. On est en train d'échanger. Nous avons tous suivi le ministre. Tout à fait. Quand il parlait là, je ne sais pas si à un moment ou à un autre, vous avez eu l'impression que la FECAFOOT est dans l'affaire. Le ministre parle d'une atmosphère assez dégradée autour et en interne. Peut-être c'est aussi son devoir de mettre en avant là où ça fait mal. Vous savez, M. Mbaga, tant qu'on va continuer à encourager l'hypocrisie, nous n'allons pas avancer. Quand vous êtes la tutelle de quelqu'un, moi je prends le cadre, je prends le cadre des marchés publics. Le maître d'ouvrage à l'ingénieur du marché. Même si toi-même tu es ingénieur, tu ne signes pas à la place de l'ingénieur du marché. C'est lui qui est sur le terrain, c'est ton œil technique. C'est à ce niveau que nous sommes arrivés. Mais voilà donc comment, au sortir d'un match, on va interroger qui? On interroge le ministre d'abord. Vu que le président de la fédération a refusé de s'exprimer. Avec raison. Ça, c'est vous qui le dites? Monsieur Mbarga, vous avez vu la période préparatoire du match. Vous avez entendu moi j'ai suivi certaines émissions qui étaient des émissions à charge. Et ça, on n'a pas besoin de ça. Oui. Et je vous dis, il faudrait qu'à un moment donné que nous, les hommes politiques, les hommes d'État, qu'on s'élève au-dessus des intrigues. Parce que les petits gens qui sont autour de vous là, qui font des intrigues, c'est parce qu'ils vivent de ça. Oui. C'est parce que quand ils vont venir vous dire que non, les gens de la FECAFOOT ont dit si vous allez donner 50 000, vous allez donner des enveloppes. Mais la réalité reste têtue. Vous ne pouvez pas faire sans la FECAFOOT. C'est comme le nez sur le visage. C'est tout à fait clair. Qu'est-ce qu'il faut faire en père de famille? Rassembler tout le monde. Vous n'avez pas besoin de sorties épistolaires à charge contre la FECAFOOT. Qu'est-ce qui dépasse le ministre d'appeler le président de la FECAFOOT dans son bureau et lui dit, mon fils, réglons cette affaire. Voici ce que moi je propose. Essayez d'aller faire ceci. Mais c'est des sorties épistolaires. La FECAFOOT écrit, le ministre écrit. Je n'ai jamais dit que la FECAFOOT est blanche comme neige. Elle a ses propres tares et avatars. Mais maintenant, quand on dit que tu es la tutelle, ça veut dire que tu es au-dessus. À un moment donné, tu dois siffler la fin. Et malheureusement, ce n'est pas la seule fédération qui a les mêmes problèmes. Tout à fait. On y reviendra, Monsieur Ngoulou, Tchonté Somba. Alors,
Le ministre, tout en saluant la belle prestation des Lions indomptables, félicite l'encadrement technique, mais pointe du doigt une atmosphère délétère. Alors que beaucoup, justement, s'inquiètent, ou alors pointent du doigt une équipe d'Eswatini assez timide, on s'inquiète aussi en filigrane de la prestation mardi face au Cap-Vert, d'où l'interrogation du soir. Mais revenons d'abord à l'atmosphère qui est décrite par le ministre Moulay Kombi qui appelle et prône l'apaisement. Est-ce que vous croyez que, en l'état actuel des choses, le ministre sera suivi? Parce qu'on a vu des Lions prendre la parole et faire des déclarations pour soutenir le coach. On a parlé d'insurrection, on a parlé de mutinerie à l'intérieur de la tanière. Est-ce que l'appel à l'apaisement qui est lancé par le ministre en vue, eu égard à l'importance du match de mardi, est-ce que cet appel a des chances d'être suivi? Stéphane Barga, vous me posez une question à multiples volets. Je ne sais même pas par où commencer, mais je vais me débrouiller. Et je vais me débrouiller en commençant par le commencement. Le commencement, c'est bravo, grand bravo aux Lions indomptables pour le spectacle chatoyant que nous avons vécu hier. Ça fait une bonne dizaine d'années que les Lions n'avaient pas gagné sur ce score, oui, avec un clean sheet et avec des buts qui ne sont pas forcés. Quand nous jouons au ballon tout petit, il y avait ce qu'on appelait buts forcés. On a vu la construction du football. Le but était un peu comme la mort, inévitable au regard de la prestation. Et la deuxième mi-temps a été une mi-temps de gestion, oui, parce qu'il fallait éviter un excès d'engagement qui pouvait blesser certains joueurs. Au regard de certains faits, nous savions tous que l'enjeu d'hier n'est pas Eswatini. Battre l'Eswatini était une quasi-évidence. L'enjeu, c'est le Cap-Vert, dont le style de football ressemble au nôtre, en termes de gabarit, en termes de tactique. Donc hier, c'était un galop d'essai pour préparer le Cap-Vert. Et c'est la raison pour laquelle moi, coach, je ne mets pas mon Choupo-Moting. Donc je sais qu'il sera titulaire face au Cap-Vert. Je mets Aboubakar qui n'a pas de club, qui n'a pas joué depuis un moment, qui a besoin de temps de jeu, qui pour réveiller toute la préparation musculaire et physique qu'il a fait depuis 3 mois avec le Christophe Manouvrier, pendant que les autres joueurs jouaient. Donc, on met Aboubakar hier pour le remettre dans le bain de la compétition, le souffle et consort, et on garde l'arme fatale face à l'adversaire redoutable qui n'a besoin que d'un point pour rester premier du groupe et aller à la Coupe du Monde. Donc, le match hier était un match très stratégique et Marc Brice et ses joueurs ont fait ce qu'il fallait faire. D'où mes félicitations. Maintenant, je ne voudrais pas qu'on fasse l'amalgame de tout. Parce que j'ai l'impression qu'au lieu de parler des Lions indomptables, on parle déjà d'autres choses. Restons au niveau des Lions. Le 10 février 2024, Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, chef des forces armées, a parlé. Il n'a pas écrit, il a parlé que depuis 2 ans, on a abandonné, pour reprendre les termes d'un panéliste sur le plateau, on a abandonné la FECAFOOT et le football à quelqu'un qui jouissait d'une présomption d'efficacité. Mais on a vu les résultats qui ne sont pas satisfaisants. Moi, Paul Biya, j'ai instruit, il n'a pas dit le gouvernement, il a nommément désigné le ministère des Sports et de l'Éducation physique de recadrer, non pas tout le football du Cameroun, non pas les U20, non pas les U17 ou les femmes, mais uniquement la sélection Fanion, qui fait l'objet d'un décret et l'objet d'une convention entre le ministère et la FECAFOOT, qui est donc son co-contractant. Sur la base de cette instruction présidentielle, un staff a été recruté. Oui. Le même staff a été contesté, on ne va pas refaire l'histoire. Mais une réunion au secrétariat général de la présidence de la République a permis l'aboutissement à un staff consensuel qui a fait de Joachim Mununga l'assistant. Qui d'ailleurs n'est toujours pas accepté sur le banc. Justement, j'y viens. Et allons rapidement, Timothée Somba et autres. Maintenant, moi, Marc Brice,
je n'aurais pas manifesté de la manière dont il a manifesté en adressant par la parole Antungu Pile Pagou, qui quand même sur le plan national ont des états de service reluisants. Mais c'était sa manière de dire, puisque vous ne mettez pas mon assistant, je n'adresse pas la parole aux autres. C'était une erreur. Maintenant que nous évoluons vers la sérénité, il est bon, moi je pense, que Marc Brice, le coach, par le ministère des Sports, aille rencontrer le président de la FECAFOOT et qu'ils aplanissent cette affaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison objective que Joachim Munonga ne soit pas sur le banc. Sauf que la FECAFOOT, qui brille par un management de défiance et de règlement de compte, dit, puisque vous nous avez méprisés, celui-là va rester ici. Leurs journalistes, leurs communicants, ce ne sont même pas leurs journalistes, leurs communicants en font d'ailleurs beaucoup écho sur les réseaux sociaux et sur les tabloïds connus. Parce qu'on connaît les communicants. Si je peux citer un cas. Non, on ne cite personne sur ce plateau. Non, je veux citer le média. Je peux citer le média. Stéphane Barra. Je peux citer le média. Allez-y. Dépend d'Info, par exemple, est un média communicant de la FECAFOOT. Généralement, lorsqu'il donne une information, elle est avérée. Le président de la FECAFOOT a dit que la chaîne nationale est contre justement la FECAFOOT. Je vais arriver au niveau de la chaîne nationale. Rapidement. On va demander toutes les missions. Non, mais vous avez parlé sur ce sujet plus que moi. Non, moi je l'aime, Joe. Franchement, personne n'a parlé. Attendez, monsieur Somba. Coach Lem Joe. Nous sommes sur ce plateau. Parce que c'est nous qui devons dire la vérité sur ce sujet. Depuis qu'il parle là, il dit des faussetés. C'est des remarques que je n'accepte pas. Je n'accepte pas ce type de remarques. Il faut éclairer l'antenne avec des vérités. Vous n'êtes pas sûr que ce que vous dites est la vérité? C'est la vérité. C'est votre vérité à vous. Alors, je n'ai même pas encore dit. Je vous prie de ne plus faire ce type de remarques sur mon plateau. Vraiment. Vraiment. Monsieur Sombalé, vous allez chuter. Lemjo, le coach s'impatiente. Thomas nous prendra la parole en premier. Allons-y, allons à l'essentiel. Alors, aujourd'hui, la vérité. Aujourd'hui, je dis toujours la vérité. Non. Et coach Lemjo, j'ai beaucoup de respect pour vous. Même moi. Mais depuis, vous racontez un tas d'inepties. J'ai pris de la hauteur pour ne pas vous répondre. Mais sachez que moi, je n'ai même pas le niveau. Monsieur Somba, si vous n'avez plus rien à dire, moi je vous retire la laisser, parole. Je vous retire la parole puisque vous dites. Donc laissez-moi m'exprimer parce qu'il y a des gens qui ont la matière, qui comprennent ce que je suis en train de dire. Allons à l'essentiel. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que les Lions, généralement, lorsqu'ils jouent ici, ils s'en sortent. Pourquoi? Parce qu'ici, les commodités ne favorisent pas l'immixtion chrysogène de la FECAFOOT. Or, comme le disait un compagnon sur ce plateau, on ne peut pas faire sans la FECAFOOT. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, dans un esprit revanchard, lorsqu'on sort et lorsqu'on va à l'extérieur du Cameroun et qu'on n'est plus sous la coupole de l'État du Cameroun, mais sous la coupole des instances internationales, CAF, FIFA et autres, la FECAFOOT reprend le dessus et elle a tendance à perturber toute la préparation déjà orchestrée par le ministère des Sports. C'est la raison pour laquelle le ministre sort en implorant l'apaisement. Permets-moi, Stéphane Barga, ceci a d'ailleurs fait l'objet d'une publication de notre rédaction, haute à l'apaisement autour et au sein de la tanière. Merci, M. Somba. Vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que cet apaisement est possible? L'apaisement est possible à une seule condition. À l'heure actuelle, nous avons déjà vu que les voies de menaces et autres ne payent pas. Il faut une dose d'humilité républicaine à tous les acteurs. Merci. Parce que lorsqu'on a célébré le football hier, tous les Camerounais étaient contents. Merci, merci Timothée Somba. Thomas Noir, alors, ode d'humilité, menace aussi, propos parfois assez vindicatifs. On a l'impression que le même cocktail pour un échec est en train de se mettre en place. Est-ce que la sortie du ministre, si on peut se le permettre, d'hier était opportune? Disons que je vais d'abord dire bonsoir au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et bonsoir également à Samuel Eto'o. Donc j'attends toujours ma nomination. De la part de Samuel Eto'o. Disons qu'on est en train de s'amuser. Mais de toute façon, mes companélistes ont dit beaucoup de bonnes choses. Oui. Moi, je pense que s'il faut un peu s'écarter de la thématique, parce que je vois là une victoire qui rassure, je vais d'abord parler de ça, mais je vais répondre à votre question. Je pense que le problème, c'est, M. Somba l'a d'ailleurs évoqué,
il faut de l'humilité, que ce soit du côté de la Fédé, l'instance dirigeante du football camerounais, ou du côté du ministère des Sports. Voilà, il faut que le ministre se rapproche de Samuel et que Samuel se rapproche du ministre. Donc c'est vice-versa. Ça fait longtemps que cette querelle, ou alors cette ils finiront toujours par s'entendre. Moi je crois en ça. Peut-être je suis le seul à croire. Mais est-ce que le moment est opportun? Nous sommes à 3 jours d'un match. Même si Mununga n'est pas au banc, on va jouer. Et on gagne depuis on va jouer. Donc on travaille dans des conditions. Le coach Marc Brice, à qui l'on doit d'ailleurs beaucoup de respect, travaille dans beaucoup de difficultés, mais il gagne ses matchs. Même si Mununga n'est pas au banc, on finira toujours par jouer et peut-être gagner et peut-être même perdre. C'est le Cameroun aussi. Il faudrait qu'on puisse intégrer ça dans notre système, dans notre cadre mémoire désormais. Maintenant, par rapport au texte, parce que je vais un peu évoquer les textes de la FIFA et même de la Fédé, c'est même écrit là-dedans, que les deux institutions doivent travailler dans un esprit de collaboration, d'entente, d'humilité. Il y a même le mot humilité là-dedans. Oui. Donc, si le ministre des Sports est humble, et si Samuel est humble, ils vont se rapprocher, ils finiront par s'entendre. Et vous allez voir, le problème Mununga va être résolu. Donc, maintenant je passe dessus. Je vais parler d'une victoire, parce que ça m'intéresse la titraille une victoire qui rassure. Oui, c'est une victoire qui rassure. Pourquoi? Ce qui est très important ici, c'est... Je vais revenir là-dessus. Ce qui est très important, c'est... Pourquoi cette victoire rassure? Eh bien, pour parler d'une victoire qui rassure, il faut évoquer les principes chers au professeur Gargoff, qui dit, quand on regarde une équipe jouer, quand on regarde un match, il y a 4 principes. Alors, si on voit ces principes, alors c'est que cette équipe on peut espérer que cette équipe peut aller loin. Et ces principes, c'est quoi? C'est le principe de la conservation, de la progression du ballon, du déséquilibre et de la finition. Et puis, quand vous regardez les Lions jouer, quand vous avez regardé attentivement les Lions jouer, les Lions respectent tous ces principes. Et puis, je vais insister sur quelque chose. On va dire que c'était que les Swatini en face, 150e mondial. Attendez, j'entends les gens dire que c'était une petite équipe. Les Swatini n'est pas une petite équipe. Même s'ils sont 150e mondial, c'est une équipe qui est venue jouer, comme le coach Lemjo l'a si bien évoqué, jouer la défensive. Ils ont joué avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et un seul attaquant. Donc, ils sont venus avec un bloc, qui sont venus défendre. Ils ne sont pas venus jouer. Je pense que n'eût été la maestria et la flexibilité au niveau, je voulais bien évoquer cela, au niveau de l'organisation spatiale. Parce qu'il faut insister sur l'organisation spatiale des Lions Indomptables du coach Marc Brice. L'organisation spatiale, c'est quoi? C'est l'organisation du système, le schéma avec lequel les Lions ont joué, le squelette. Les Lions ont joué avec 4 défenseurs, en 4-2, 3-1. Mais avec des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Attendez, quand vous parlez de joueurs qui ne sont pas à leur poste, je vais vous répondre. Bien, aujourd'hui dans le football moderne, on appelle ça les joueurs hybrides. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui dans le football moderne, on ne joue plus comme avant. Aujourd'hui, on recherche ce que Pep Guardiola a appelé le joueur hybride. Le joueur hybride, c'est quoi? Le joueur hybride aujourd'hui, c'est un joueur qui doit avoir, s'il est traditionnellement défenseur, il doit avoir des qualités d'attaquant, des qualités de milieu de terrain, des qualités de finisseur. S'il est milieu de terrain, il doit avoir des qualités de milieu de terrain, des qualités d'attaquant, des qualités de défenseur. Si vous n'êtes pas, Lemjo l'a si bien évoqué, j'ai adoré la polyvalence. Ce qu'on appelle en anglais multi-skill. Si vous n'êtes pas un joueur multi-skill, vous ne pouvez pas jouer au football. Et c'est ça le lieu contre... Bien sûr, puisque... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je vais vous dire quelque chose. Je vais faire une révélation. Allez-y. Il y avait 4 nouveaux. On a joué en 4 avec une organisation spatiale, en 4-2, 3-1. Avec, en défense, il y avait le jeune Mahamad de Rennes, 20 ans, Malida de Rennes. Il y avait l'ancien Michael, il y avait Boyomo, et puis là, de l'autre côté, il y avait il y avait Moumi. Vous voyez que Moumi, c'est quelqu'un, généralement, ce n'est pas un défenseur traditionnel. Mais il a été utilisé comme défenseur. Il le faut
Pourquoi? Parce qu'il faut la polyvalence. Aujourd'hui, on veut des joueurs qui peuvent jouer partout. Et c'est ça qu'on appelle est-ce que des joueurs imposés alors qu'il y avait des titulaires au poste qui étaient disponibles? Non, on appelle ça des pièces de rechange. Oh. Il faut des pièces de rechange. Écoutez, je vous dis la vérité, un entraîneur aujourd'hui doit être capable, parce que Didier Deschamps l'a dit, il faut adapter le joueur à n'importe quelle position. Si vous êtes milieu de terrain, vous devez vous attendre à jouer un jour finisseur, c'est-à-dire attaquant. Parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. C'est de ça, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui en Première Ligue. Et je suis très content de Marc Brice, parce qu'il a compris qu'il faut, on appelle ça, on commence par exemple à jouer avec un dispositif spatial, qui est par exemple le 4-2-3-1 comme il a fait, et puis on va jouer en flexibilité. Ce 4-2-3-1 va se transformer en 4-4-2 ou alors en 4-3-3. Et si vous n'avez pas des joueurs, comme on le dit en anglais, multi-skill, c'est-à-dire polyvalent, des joueurs hybrides, vous ne pouvez pas faire la compétition. Merci, monsieur Noah. Alors, coach Lemjo, on a déployé toute cette technique, toutes ces stratégies. Mais moi, je dis encore, contre la modeste Eswatini, est-ce que vous pensez que contre le Cap-Vert, il y aura droit à tout cet attillonnement, où on prendra un ailier, on le mettra latéral, on prendra une défense expérimentale, où on a Boyomo qui était là pour essayer de rattraper les quelques lourdeurs défensives de Michael Ngande, où on a justement le nouveau Naguida qui parfois a marché un peu sur les pattes et les pieds de M. Koudou, où on a justement une attaque qui semble avoir pris de l'âge et qui n'a plus justement la flexibilité d'antan. Est-ce qu'au Cap-Vert, on pourra s'amuser à faire tout cet attillonnement-là lorsque l'on connaît l'importance de ce match? Stéphane Mbarga, je pense que il n'y a pas d'hésitation à faire au match du Cap-Vert. Et Marc Brice sait déjà, il connaît déjà, et nous les Camerounais, nous connaissons à peu près, nous les techniciens, nous savons l'équipe qui va affronter le Cap-Vert. Faites-nous une exclusivité, coach. Oui, on ne peut pas faire l'exclusivité. Les gens l'ont fait ici tout à l'heure en vous expliquant que le fait pourquoi on a laissé Aboubakar Vincent jouer tous les 490 minutes. Monsieur le maire a dit pourquoi Aboubakar Vincent, qui sortait d'une préparation prolongée et sans club, on l'a pu le laisser pour avoir le temps de jeu. Je ne sais pas si c'est M. Ngolo qui a relevé, c'est Somba. Donc moi je dis, c'est stratégique. Oui. À un niveau de football, les entraîneurs, c'est pour ça qu'on appelle les entraîneurs stratèges. Il faut utiliser la stratégie. On parle de Marc Brice ou bien on parle de Pep Guardiola? Non, tous les entraîneurs. Marc Brice est un entraîneur beaucoup trop stratège. Il est plus stratège. Il est très stratège et pédagogue. Parce qu'il faut la pédagogie appliquée au football à un moment donné où un entraîneur doit le savoir. Il faut avoir la psychologie de l'entraînement. Il faut connaître tes joueurs pour entrer dans les styles de jeu qui sont de 4 types. Bon, maintenant, Marc Brice connaît tellement utiliser ces 4 styles, oui, et il sait comment utiliser les joueurs à des postes, comme vous le dites, donc, où le joueur se sent à l'aise. Chaque fois qu'il a délogé les joueurs, délocalisé les joueurs de leur poste, vous avez vu toujours qu'ils se sont sentis toujours à l'aise et qu'on se sentit mieux. Coach Lemjo, oui, je suis avec vous parce que ce que vous dites est éminemment pertinent, mais il y a un aspect que M. Essomba a évoqué sur le plateau qui peut être révélateur. Il met en avant le fait que lorsque les Lions indomptables sont au Cameroun, où il y a moins de possibilités pour la fédération d'avoir une emprise sur eux, ils produisent des résultats. Mais mardi, on va au Cap-Vert. Je crois même que le staff est en train de voir déjà si le départ pour le Cap-Vert ne se fait pas dans les prochaines heures. Est-ce que les problèmes qu'il y a souvent eu lorsque c'est la fédération qui prend en main les questions de logistique, les questions d'hôtel, les questions de transport, les questions de primes, est-ce qu'à ce niveau, on n'a pas en lieu de s'inquiéter que justement ces lions ne soient distraits par des questions périphériques au lieu de se concentrer uniquement sur les questions. Quelqu'un avait dit un jour qu'on ne peut pas dissocier le football ou bien le sport en général de la politique. Les deux vont de pair. Qui dit Lion indomptable parle du Cameroun. Et qui parle du Cameroun parle de la politique. Mais nous avons tellement de regrets que
les gens ne font pas leur travail. Le maire, M. Ngoulou, l'a évoqué, que c'est incongru qu'un ministre tienne des propos sans parler du côté technique de la fédération. Il est obligé. Mais il doit commencer par là. Il doit commencer par là. Et Sombaki évoque le discours du chef de l'État. Le chef de l'État ne vous a jamais dit de violer la loi, le décret qu'il a lui-même signé. Le chef de l'État n'est pas un monsieur qui signe des décrets et les jette en pâture. Aujourd'hui, les problèmes Menunga qui est dans la tanière aujourd'hui, où il ne peut pas s'asseoir au banc, revient du fait que le ministre avait violé le statut de la fédération en signant les contrats des entraîneurs. C'est lui qui a signé le contrat de Marc Brice et Menunga. Et ils ont fait ça, et au lieu de garder ça au niveau du Cameroun, ils ont envoyé à la CAF. Le texte parle d'une décision qui devrait être concertée, celle qui amène à la signature de l'entraîneur et son staff. C'est pour vous dire donc que le ministre aujourd'hui, depuis qu'il organise des réunions, je n'ai jamais entendu un jour qu'il a appelé sa mère et tout, comme M. Ngoulou l'a dit, qu'il s'asseye pour fumer le calumet de la paix et dit que bon, voilà, ta signature n'est pas... Parce que jusqu'aujourd'hui, le président de la fédération, il n'y a pas sa signature dans tous ces contrats-là. Il n'y a pas de sa signature. Donc aujourd'hui, l'État a voulu faire force des lois. Et comme on dit que c'est l'État, et ton fils est resté aussi tranquille parce qu'il connaît ses droits et ses obligations. Le décret dit bien que c'est la FECAFOOT qui recrute l'entraîneur. Mais il y a 3 signatures, la signature de Samuel Eto'o, du ministre de tutelle et de l'entraîneur. Mais quand vous avez un contrat fait par une partie qui veut imposer des choses à la FIFA, à la fédération, ça ne peut pas donner. Aujourd'hui, rendez-vous compte, si on met le nom de Menunga sur la feuille technique et que l'équipe adverse porte des réserves, parce que ça va être très grave. Ça va être très grave, on va suspendre le Cameroun. Parce que là-bas, on a recruté Menunga comme assistant de Mabri, pourquoi pas comme coach assistant. Et même dans le contrat du ministère, le coach assistant était au Mambi. Ça n'a jamais été Menunga. Donc, Menunga est l'assistant de Mabri. Ça dit comme quelqu'un que Mabri a amené pour l'assister. Même si le gouvernement a signé un contrat, il ne fait pas partie du staff. Même si on nous a expliqué que la haute hiérarchie l'a mis dans le staff. À la voix à ses côtés. En principe, même hier, nous avons vu, Mabri ne fait rien sans son assistant. Même hier, on a vu comment la liaison, les communications se faisaient pour remplacer. Il faut qu'on envoie à la tribune chercher Menunga. Nous, on n'a jamais été contre qui vienne au banc de touche. Hein. Nous autres, là, nous voulons même... D'abord, c'est Menunga qui entraîne l'équipe nationale. Allez aux entraînements. Ces gars-là l'aiment. Ces joueurs l'aiment. Et c'est Menunga qui prend les séances d'entraînement. Monsieur le maire est là. Nous tous là, nous savons, et son bassin, que quand tu poses entraînement, c'est Menunga qui parle. C'est Menunga qui parle. Oui, les autres entraîneurs camerounais sont à côté et comme observateurs. Et compagnie, mais ils sont à côté. Pourquoi? Mais je ne sais pas. Chacun doit lutter pour être présent. Quand vous... Que fait Carlos Kameni? Mais Carlos Kameni au moins est éveillé. C'est gardien. Il travaille. Mais les autres doivent lutter aussi pour avoir les places. Il faut le dire maintenant. Mais si vous arrivez là, vous êtes nonchalant, vous restez là, pendant qu'on s'entraîne, vous croisez les bras. À peine on vous voit faire un gestuel, vous regardez aussi comme nous autres. Ça veut dire que n'importe qui, on peut nommer n'importe qui à cette place comme entraîneur adjoint, qui va aussi être observateur, attendre que la prime tombe. Donc, en principe, même à l'échauffement, vous voyez le blanc manœuvrier, quand il est à l'échauffement, c'est l'assistant vidéo qui va l'assister alors que Dagoud Pagou et Tougupile devaient être là. Tougupile est adjoint à Mabri. Mais on ne le voit pas s'imposer. Mais il a peur de quoi? Il faut qu'il travaille là chez lui. Mais s'il reste tranquille, au Cameroun, vous savez que les gens préfèrent agir dans l'ombre que d'agir. Les gens comme nous qui parlons physiquement avec nous, nous sommes à combattre, c'est-à-dire on est prêt à trancher. Mais on s'en fout, on dit la vérité. Moi, je vous dis pourquoi Menunga ne s'assoit pas, que le ministre rectifie ça lui-même. Oui. Il sait qu'il avait fait une erreur au départ. Malgré tout ce qu'il appelle apaisement aujourd'hui, ça doit commencer par lui. Qu'il appelle Samuel Eto'o, il s'asseye en consensus pour réparer ce préjudice-là. Et qu'ils écrivent encore à la CAF pour dire que voilà ce qui se passe. Tant qu'on va s'asseoir la présidence, au ministère, prendre une décision que Menunga machin, la CAF ne connaît pas ces arrangements internes-là.
Merci. Donc, il y a déjà une liste d'un staff qui est déjà là-bas, c'est fonctionnel. Ça ne peut pas être changé aujourd'hui. Merci, merci. Sous peine d'être suspendu. Merci. Et quand on connaît... merci, voilà. coach Lemjo. On vous a compris, monsieur Voilà. Asiga. C'est quasiment la minute de la fin pour la thématique. À quoi devrait-on s'attendre lorsque l'on sort du Cameroun et que l'atmosphère qui est décriée, pointée du doigt par le ministre, va encore prendre de l'amplitude, puisque là, on ne peut plus avoir cette mainmise du ministère. C'est la FECAFOOT qui va prendre les choses en main. Non, le regard sur cet aspect, je suis très d'accord avec Timothée Somba. Et bien évidemment, lorsque nous jouons au Cameroun, on a la nette impression que les Lions se déploient, ils sont à l'aise. Contrairement, lorsque nous sommes à l'extérieur, qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Les acteurs principaux, même que sont les Lions indomptables, eux-mêmes sont à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui. Même sont parfois dans des manœuvres. Ils se mêlent des problèmes en réalité qui ne sont pas les leurs. Et visiblement, on a vu les Lions indomptables qui ont déjà pris leur temps. Et il se retrouve aujourd'hui que lorsque les Lions se retrouvent d'être encadrés, d'être sous la tutelle de la FECAFOOT, ils commencent directement à manifester des signes de gêne, et pour quelle raison? De malaise. Le président de la FECAFOOT, c'est un ancien footballeur. Comment il devrait trouver le point de convergence? C'est même justement là le problème. C'est-à-dire que c'est comme si il est demandé aux joueurs Lions indomptables de choisir entre le président Samuel Eto'o et le ministre. Et il est clair qu'ils ont tranché dessus. Ils ont déjà choisi le ministre. Et quand ils arrivent, qui dit ministre dit entraîneur, coach. Wow. Qui dit ministre dit entraîneur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous les verrez afficher des attitudes franchement non professionnelles de leur niveau vis-à-vis de ces problèmes-là. Je vous prends un exemple. Contre les Swatini, lorsque nous allions en Afrique du Sud, ils étaient ceux-là qui ont refusé de dormir en Afrique du Sud avant de prendre le vol le matin. Et ont accepté plutôt de prendre le car et de rouler pendant plus de 8 heures de route. Et aller jouer sans s'entraîner, sans se reposer. À partir de cet instant-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Il faudrait que la FECAFOOT fasse quoi? Si eux estiment que, à leur niveau, c'est le MINSEP qui est leur tutelle, et que lorsque le MINSEP n'est pas là, ou bien ils ne sont pas encadrés par le MINSEP, alors ils ne peuvent pas produire le jeu, c'est leur problème. À penser que l'équipe nationale serait prise en otage? Je le dirais ainsi, mais comme il s'agit de la tutelle technique de l'équipe nationale, c'est la FECAFOOT. Lorsqu'on ne voit donc plus la FECAFOOT interagir, c'est-à-dire être en contact direct avec cette équipe nationale, automatiquement, on peut penser que le MINSEP a déjà pris l'équipe nationale en otage. Or, en réalité... Tu utiliser le vrai mot, ingérence du ministère. Or, en réalité, on peut bien... Il est question... Il y a eu des sorties de ces joueurs qui, en réalité, ne valaient pas la peine. Et quand vous suivez la lettre... On peut avoir un exemple? Oui, la lettre que le Vincent Aboubakar était venu lire. Laquelle lettre, même, il n'avait pas pris connaissance avant. Et c'est interdit. Il n'avait pas pris connaissance avant. Deuxième chose, lorsque vous voyez avant ce match de Swatini, le ministre qui adresse effectivement une lettre à la FECAFOOT, parmi les prérogatives que le ministre prescrit à la FECAFOOT, la dernière prérogative, c'est imposer à la FECAFOOT de faire asseoir l'assistant du coach au banc de touche. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le sens d'une négociation, comme on en parlait tout à l'heure, c'était une injonction qu'on donnait à la FECAFOOT. Vous voyez qu'à partir de cet instant, connaissant très bien l'orgueil qui anime également ceux qui dirigent la FECAFOOT, ils se retrouvent là donc dans un bras de fer. Mais nous pouvons nous rendre compte d'une chose. Le coach a 13 matchs aujourd'hui, 13 victoires avec des nuls, sans son assistant au banc de touche. Ça veut dire qu'il n'est pas essentiel. Alors, automatiquement, on peut bien évoluer sans lui. Ça veut dire que l'équipe qui gagne, c'est préférer son assistant dans les gradins et nous gagnons. Et si vous le remettez dans le banc de touche et que nous venons à perdre, on dira donc que c'est la FECAFOOT qui avait raison de toujours le garder dans le gradin.
Mais en réalité, s'il fallait qu'on revienne sur des choses sérieuses, il revient au MINSEP et à la FECAFOOT de s'entendre. Merci. Et comme ils ne pourront jamais s'entendre, moi, le coach le disait tout à l'heure, il a la foi qu'ils vont s'entendre. Je ne sais pas sur quel sujet ils vont s'entendre. Si déjà les nominations, les élections à la FECAFOOT sont querellées, je ne sais pas à quel moment est-ce qu'ils vont s'entendre. Merci, monsieur Assega. Bonsoir Stéphane. Pourquoi le président Biya continue à garder au gouvernement un ministre qui traîne des casseroles? Bref, nous on parle des lions indomptables, des questions des ministres et autres. Vraiment. Bonsoir grand panel, cher modérateur. Vous avez posé la question, lions indomptables, une victoire qui rassure. Je n'ai pas dit assure, ça veut dire que vous n'êtes pas vous-même très concentré. Je suis étonné que certains de vos panélistes parlent du ministre et du président Eto'o. Le président de la fédération n'est plus la vedette, il doit le comprendre. N'ayons pas la mémoire courte. Eto'o a été un vrai rebelle en son temps. Les joueurs ont besoin d'un peu de respect. Restons sur la thématique. C'est mon combat sur ce plateau et on va rester sur la thématique. Bonsoir Stéphane Barga et ainsi qu'à ton panel. Le football aujourd'hui exige dans sa nomenclature des joueurs polyvalents ou joueurs hybrides. Par ailleurs, il faut que ceux qui dirigent notre football mettent l'intérêt supérieur du Cameroun au-dessus de leur image personnelle. Je le dis parce qu'il est inadmissible qu'une mission soit confiée à un coach et qu'on ne lui permette pas d'utiliser toutes ses armes et atouts. Par ailleurs, c'est mettre de l'huile sur le feu en évoquant l'interview du ministre à la fin du match hier. Ceux qui critiquent le ministre sur le plateau ne sont pas sûr que le ministre n'ait jamais convoqué son interlocuteur de la FECAFOOT pour trouver une solution définitive à cette situation. J'en veux pour preuve les réunions préparatoires des matchs de Lyon où il se fait toujours représenter. Merci. Les fédérations de volleyball et rugby sont menacées de suspension aujourd'hui à cause du MINSEP. C'est un autre dossier. Il y a 54 cher monsieur. Bonsoir à tout le panel. Le ministre des Sports est devenu ministre du football. Il doit savoir prendre de la hauteur. C'est vrai que l'actuel président de la FECAFOOT fait montre d'un management tatillon et traîne trop de casseroles. Il n'en demeure pas moins vrai que la FECAFOOT reste l'organe technique. Parlant du classement, on doit savoir qu'on ne parle plus d'un entraîneur mais d'un coach sélectionneur. Un bon coach est celui qui peut transformer un attaquant en défenseur et vice-versa. Merci à vous, monsieur Njoya depuis Batouri, pour la contribution, Laurent de votre prénom. Bonsoir le panel. Très belle émission. Je suis très déçu d'entendre les déclarations du juriste. Merci pour la contribution. Il y a un juriste ici. Bonsoir tout le panel. Le ministre des Sports est devenu ministre du football. On a déjà lu cette contribution. Bonsoir. Donc on peut faire jouer Aboubakar latéral ou libéraux. Tous les joueurs ne sont pas aptes à jouer partout. Et je tiens à préciser que la FECAFOOT est le seul organe capable d'organiser les matchs de l'équipe nationale. Raison pour laquelle chaque fois que le ministère fait le désordre, le Cameroun laisse une partie de sa souveraineté sportive à la FIFA d'après les accords signés en 1963. Le ministre n'est donc pas dans son rôle. Avez-vous le ministre français des Sports tenir ce genre d'attitude ou popo? Bonsoir à vous sur le studio, ravi de suivre cette émission. Je peux donner ma contribution pour les joueurs qui n'ont pas joué à leur poste hier. C'est le meilleur coaching que j'ai jamais vu jouer. L'entraîneur vraiment est à féliciter. Merci à vous, monsieur Djalaïl. Bonsoir le panel du grand soir. Je suis d'accord avec monsieur le maire qui reste très lucide sur la question du match. Et monsieur Somba nous laisse avec ses arguments. Merci. Monsieur Somba a sa parole. Monsieur Ngoulou, vous avez la parole aussi. Oui, Stéphane, si je demandais la parole, je voudrais quand même dire à monsieur Somba, avec qui j'ai souvent été d'accord pour beaucoup de choses, oui, qu'il faut respecter les élus. Quand vous avez été élu, c'est un challenge. Ce n'est pas tout le monde qui passe une élection. Ceux qui sont dans les ministères, on lui a donné la fédération. Timothée Somba, arrêtez la distraction, s'il vous plaît. Monsieur Ngoulou a la parole. Le président Samuel Eto'o a été élu devant toute la République. Il a été élu devant toute la République. Monsieur Ngoulou, allez-y. Ceux qui sont élus représentent directement le peuple qui leur a confié une partie de leur souveraineté. Ceux qui sont nommés, c'est un individu. C'est un individu qui vous accorde son... Sur des critères de compétence ou de qualité, monsieur le maire aussi. C'est péjoratif, hein?
On ne peut pas être sûr. On est pour pouvoir discrétionnaire. Effectivement. Alors, je dis, il faut respecter ceux qui ont été élus. Quand vous êtes tutelle de quelqu'un qui a passé une élection, laissez à ce monsieur son champ de compétences. Mais il a eu 2 ans, agissez comme tutelle. Oh. Non, c'est un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Pourquoi vous évoquez les 2 ans? Les 2 ans, ce n'est pas un cadeau. On ne lui a pas offert un cadeau. Il a passé une élection et il est en train de... Et pour quel résultat? Ceux qui sont ses pros peuvent vous démontrer qu'il y a des résultats. Défaite sur défaite. Depuis, avec ma nous sommes invaincus. Ça, ce sont les faits. Vous allez vous cacher derrière Marc Brice. Non, on ne se cache pas. Mais le jour qu'il va perdre, donc après son mandat, attendez à la fin de son mandat pour le débat. Est-ce que le ministère est là pour le débat? C'est tout. On parle des lions indomptables. Le ministère n'organise pas les matchs. En ce qui le chef de l'État a confié la gestion des lions indomptables au ministère. Le décret le dit, la convention le dit. Monsieur Somba, vous n'avez pas la parole. Monsieur Ngoulou, allez-y. En ce qui concerne le match, Stéphane Baga, moi j'ai regardé le match. J'ai véritablement regardé le match. Mais je vais vous dire, il y a des joueurs qui jouent comme s'ils attendaient une autorisation qui vient des gradins. Oui. Vous avez, moi j'ai regardé Ngande. Chaque fois qu'il tirait un ballon, il regardait une façon de se faire adouber. A-t-il encore sa place au sein des Lions? La question a été posée à certains analystes et autres. Il faut demander à Timothée Somba et ceux qui pensent que a-t-il encore sa place? Marc Brice est le meilleur coach du monde. Quand vous avez regardé cette équipe, vous allez enlever là-dedans peut-être 5 individus qui ont fait le match. Parce qu'à un moment donné, ils savaient, ils étaient conscients que s'ils perdent ce match ou qu'ils fassent nul, c'est l'élimination cash. Mais c'est ça le sport Nous avons collectif. des joueurs, des jeunes joueurs qui sont venus avec un esprit. Vous avez vu, à un moment, vous avez une équipe où il y a des cadres qui dictaient la loi. C'est comme ça partout, hein? Même en France, même au Real Madrid, même en... Je n'ai pas dit le contraire, mais quand vous le faites dans le sens de l'intérêt collectif, c'est une bonne chose. Si vous le faites pour contenter un individu qui est assis au gradin, dans les gradins, et qui vous regarde, pour le cas camerounais, pour le cas échéant. Je préfère ne rien dire à ce propos. On fait de la donc, en réalité, ce match, pour moi, c'est du 50-50. Oui. Il ne me rassure pas, moi. Il ne me rassure pas. Parce qu'on a fait une première mi-temps. Parce que Mbemo était flamboyant. Oui. Parce qu'à un moment donné, Nkoudou était flamboyant. Oui. Il y a le jeune qui parce est arrivé. Parce que le public poussait aussi. Et le public poussait. Vous avez vu le 3, le Magida. Nagida. Vous avez vu, à un moment donné, il était frustré. Il ne s'en sortait pas. Vous-même, vous avez dit ici tout à l'heure qu'il marchait sur les pieds parce qu'il ne se retrouvait même pas sur le stade. Mais c'est en deuxième mi-temps qu'il a pris de l'assurance. Il a occupé le flanc droit et il s'exprimait un peu plus aisément. Et vous avez vu après les changements, on a perdu totalement le fil. Moi, ça m'étonne qu'il y ait des coachs. A dit que vous êtes inquiet. Moi, je suis vraiment inquiet parce qu'à la deuxième mi-temps, nous avons perdu tout le feeling du match. Merci. Je vous donne une minute avant de donner la parole au coach Lemjo. Une minute rapidement pour que vous puissiez donner l'objet de votre inquiétude. Je voudrais dire que on ne peut pas, je parle en tant que technicien maintenant. Allez-y. On ne peut pas confier une équipe, toute une équipe, on ne peut pas faire 11 entrants avec 11 jeunes. Nous avons des joueurs jeunes. Ils ont 20 ans, 21 ans, Baliba, ils sont nombreux, beaucoup n'ont même pas joué. Maintenant, il faut faire un savant dosage. Oui, un savant dosage. Parce qu'il y avait, quand vous regardez le 11 entrants, il y avait 4 nouveaux. Et 6 anciens. 7 anciens. 4. C'est normal. On ne peut pas confier une défense, le rideau défensif à Boyomo et à Boyomo n'est plus nouveau. Il commence à... Mais il n'est pas... C'est pas un ancien aussi. Oui, il est un ancien nouveau quand même. On ne peut pas confier tout un rideau à des jeunes, 20 ans, 21 ans. Il faut des anciens, 33 ans, 30 ans. Voilà. Maintenant, le reste, c'est tactique. Quand tu es un bon tacticien, tu réussis à parler aux gars, à leur donner le projet, et ils vont jouer. Regardez ceux qui ont joué au milieu de terrain, Arthur, Kevin
et Brian, Vincent Pathé était seul en avant. Tous étaient au projet, au déséquilibre. Et à la finition, on a retrouvé qui? Arthur qui a marqué, on a retrouvé. Le passeur, c'était qui? Brian. Vincent Aboubakar a été passeur au 3e but. Donc, il faut des anciens et des nouveaux. Et Marc Brice sait le faire. Merci. Coach Lemjo, vous avez la parole. Oui, bon, puisque... Allons-y, le temps va nous manquer. Ouais, je voudrais tout simplement vous dire qu'il n'y a pas eu chevauchement entre le jeune latéral et Nkoudou, parce que au football, quand vous avez un latéral qui est très offensif, ça veut dire qui porte le jeu vers l'avant, vous, le milieu de couloir, vous devez appeler vers l'avant aussi. Mais si vous êtes statique et que le latéral, malgré ses efforts, vient vous trouver sur place, ça va sembler être un chevauchement, comme vous dites. Celle-là, c'est pas la responsabilité du coach qui connaît la performance les joueurs d'abord, et il connaît le positionnement. Un joueur professionnel, ce n'est pas au coach de vous dire au stade comment vous vous déplacez. Ah bon? Un joueur professionnel sait déjà que quand mon latéral monte avec le ballon, je dois appeler à l'intérieur, soit sur le côté, sur le couloir. Donc maintenant, je dois dire qu'il n'y a pas jusqu'à présent d'ambiguïté au sein de cette tanière, comme certains prétendent vouloir le faire. Et Samuel Eto'o reste régalien dans les tests. Le ministre, chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et aujourd'hui... Et pourquoi dans cette confusion? Lorsque le ministre parle d'une c'est toujours le ministre qui sort. Et c'est pour ça que parce que le ministre, lui-même, il reconnaît. Vous savez, il est entouré de qui? Il est entouré de gens autour de lui qui sont de va-t-en-guerre, qui n'amènent le ministre que vers la voie de perdition. Ça, c'est vous qui le dites, attention. Oui, parce que j'ai dit vers la voie de perdition parce que le ministre sait que c'est lui qui a pris sur lui. Vous avez dit ici que les entraîneurs ont été récupérés et recrutés par le ministère des Sports et par la présidente de la République. Vous n'avez jamais évoqué le décret présidentiel qui dit que le recrutement des entraîneurs, c'est le président de la fédération qui est chargé de recruter les entraîneurs de football dans une sélection nationale. C'est comme ça dans tous les pays. Le décret ne parle pas du recrutement. Mais le décret parle de quoi? Le décret parle de quoi? Il n'y a qu'est-ce que le décret dit? Et maintenant, le décret parle aussi de la gestion administrative et financière. Aucune disposition du vous comprenez? Ne parle du recrutement. Aucune. J'ai dit donc aucune. Vous pouvez passer, avancer, monsieur Lemjo, avancer. Et aucune disposition ne donne droit au ministre. L'article 9 de la Convention donne droit au ministre. De recruter les entraîneurs? Et le préambule de la Convention. De recruter les entraîneurs? Oui, oui. Non, vraiment. On va revenir, monsieur Lemjo. Comment vous dites que qu'est-ce que la Convention dit? Le coordonnateur et le team. La Convention dit que quoi? Nous savons. Laissez-la faire des textes là. Avançons. Parlons tactique, monsieur Lemjo. Voilà pourquoi vous allez. Parlons tactique, laissez les le Cameroun dans la boue. Parlons tactique, monsieur Lemjo. Laissez les l'essentiel, oui. Oui, parlons tactique. On va sortir. Sinon, nous avons une très bonne équipe. Tactique, oui. L'entraîneur de l'équipe nationale, Marc Brice, est sur la bonne voie. Et nous avons des éléments plus sûrs pour aller chercher ce titre. Et je suis sûr qu'on va taper le Cap Vert et reprendre notre place avant de continuer la suite de la compétition. Et pour cela, on a besoin de sérénité, de calme. Et vous savez que c'est un entraîneur qui ne s'occupe pas des aléas et de tout ce qui se passe autour de lui. Son objectif premier est fixé sur ses victoires avec ses joueurs. Tant que vous ne perturbez pas la sérénité de son équipe et de ses joueurs, il continue. Et il ne faut plus qu'on fasse des parallèles avec le coach Rigobertson. Et on n'a jamais échoué. Quand Rigobertson avait deux doubles objectifs, aller à la CAN, qualifier l'équipe pour la CAN et pour la Coupe du Monde, il l'avait fait. Il avait atteint ses objectifs. Mabry aujourd'hui n'a qualifié que pour la CAN. On l'attend aussi qu'il qualifie l'équipe pour le mondial. Il a dit de le faire. Donc maintenant il n'a pas d'accord. Il a dit de le faire. Il a dit de le faire. Maintenant il faut l'accompagner avec ses idées que de créer des perturbations. Je vous donne une minute, monsieur Asiga. On a un aspect qu'on fait d'oublier. C'est-à-dire que le corps journalistique qui en réalité aussi est un maillon essentiel pour la réussite
d'un match comme celui qu'on va jouer le mardi prochain. Oui, qu'est-ce que les journalistes sont allés Et voir dans il est donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que les journalistes essayent, un temps soit peu, d'apporter aussi du leur pour l'apaisement au sein de l'équipe. Au lieu de gâter. Qu'est-ce qui arrive aux journalistes à toujours vouloir chercher la petite information afin de pouvoir gagner la tâche. C'est notre travail, monsieur. C'est notre travail. L'incendie. Il y a des journalistes qui font l'investigation qui... C'est ça que votre travail. Et lorsqu'on vous donne l'opportunité d'être proche de ces lions, vous en faites un peu de trop. Il est inadmissible. L'autre qui est allé qualifier un des joueurs d'être son papa, c'est un climat qui, à un moment donné, c'est-à-dire, il y a des choses qui, en réalité, nous, téléspectateurs, nous, qui sommes hors de cet environnement, nous n'avons pas besoin de connaître. Merci. Et à partir du moment où les journalistes ne font pas leur travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une certaine sérénité, ils ne couvrent pas en réalité ces lions, ils sont les premiers à animer effectivement ces guerres et grégaires qui existent, soit entre les joueurs eux-mêmes, soit entre les joueurs de l'Africa Foot, soit entre... Par exemple, l'autre jour, il y a une presse qui a écrit un titre que André a refusé de prendre le sabotage. Et avant le match, à la veille de 24 heures du match, on va compris. Monsieur Sombawa a la parole. Rapidement, on va sortir. Déjà, j'aimerais dire que le ministère des Sports, lorsqu'il paye le staff, paye tout le monde. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Parce qu'à l'issue de la concertation avec le RGPL, il a été dit que l'État allait payer tout le monde. Donc, à l'heure actuelle, les Pagou, Tungupili et tout le monde sont payés. Aux antennes. C'est faux, c'est l'Africa Foot qui a payé. Non, c'est faux. Tout le monde a on ne peut pas accepter ça. C'est le président de l'Africa Foot qui a pris sur lui de reconnaître que de payer les arriérés, de reconnaître les autres. C'est archi faux. C'est pas le gouvernement. Merci, merci à vous. L'Africa Foot a payé Pagou Tungupili pour la période où elle les a recrutés avant qu'il y ait accord. Je suis en train de vous dire qu'il y a eu un accord entre le ministère et l'Africa Foot devant le RGPR. Et depuis cet accord, tout le monde est payé. Et l'une des résolutions de cet accord était que pour son honneur, que Joachim Mununga regagne le banc. Mais il travaille, aux entraînements, ils travaillent tous ensemble. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, la question est de ça, est une question d'ego. S'ils veulent que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Maintenant, pour sortir au niveau des Lions, moi je trouve que, excusez-moi d'être aussi dur, que nous les Camerounais, nous sommes méchants. Nous sommes très méchants. Parce que lorsqu'un enfant va composer un examen et que vous organisez des discours pour dire qu'il ne vous rassure pas, alors qu'il vient de passer le galop d'essai avec, je crois que 3-0 dans le football, ça équivaut à 16 suivants. On peut avoir 3-0. Je demande aux tacticiens. Un travail manuel. Pardon? On peut avoir 16 suivants un travail manuel. Mais le travail manuel fait passer les examens. Oui, L'EPS, donc, ils sont moi, je passe le bac parce que j'ai 18 en EPS. Et aujourd'hui, c'est devenu coefficient de... Ça veut dire que c'était coefficient 1 à l'époque. Que tu passais ton 18. Aujourd'hui, l'EPS, c'est coefficient 2. C'est pour dire quoi? On va chuter, Timothée. Aujourd'hui, nous devrions faire bloc autour de la tanière. Un bloc qui n'émet aucun doute. Mais c'est le ministre qui parle, c'est pas nous. Non, le ministre, qu'est-ce que le ministre a dit? Le ministre est une autorité politique. L'autorité politique gère le volet politique. Il n'a critiqué personne dans cette interview, vous pouvez la remettre. Il a dit qu'il y a ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du football. Mais qu'il est important que l'on mette tous les moyens objectifs à la disposition des joueurs. De sorte que s'il y a défaite, qu'on ne dise pas que c'est parce qu'il manquait le véhicule, c'est parce qu'il manquait le vélo. Le ministre a parlé en homme politique. Et moi je dis, il ne faudrait pas que l'on continue à s'auto-flageller au Cameroun. Moi je regarde l'équipe de France, ce que TF1 fait. On n'émet aucun bémol sur la préparation de l'équipe de France lorsqu'ils doivent aller jouer. Par contre, il y a pourtant des journalistes en immersion qui, soit après la victoire, soit après la défaite, commencent à nous révéler les bagarres qu'il y avait, les problèmes qu'il y avait. Donc il faut, et c'est là où je rejoins Siga sur le rôle des journalistes. Parce que même la formulation des thématiques des débats doit tenir compte du moral des joueurs. Ils regardent ces débats, leur famille regarde.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut la qualification. Et pourquoi on va se qualifier? Merci, le tout premier match de match. Il faut expliquer ça. Le tout. La FECAFOOT est de bonne foi aussi. Je n'ai pas non, il est en train d'analyser. Il est de bonne foi. Il est en train d'analyser. Dernièrement, Mabril a démissionné. Non, on l'a arrêté. Il a dit qu'il n'est pas... Mais c'est la FECAFOOT qui a encore cautionné. Monsieur Lemdio. A accepté. Il ne faut pas réveiller. Ne réveillez pas les gens. Donc vraiment... Vous chutez Timothée. Vous dites que la FECAFOOT est de bonne foi. Pas ce qui est mauvais. Le tout premier match de Marc Brice avec les Lions Indomptables, c'est contre le Cap-Vert, ici à Yaoundé. Nous les battons 3-1. Et Moununga était assis sur le banc de touche. C'est pour rapidement balayer l'hypothèse selon laquelle si on met Moununga, la FIFA va nous sanctionner. C'est totalement... Merci. Donc, merci. Les Lions vont à Praia avec un moral haut. Oui. Mais ce moral haut risque d'être entamé s'il y a des querelles. Par exemple, une mission du ministère des Sports à Praia pour préparer l'hôtel et autres. Pour moi, cette mission aurait dû se faire assister l'essentiel, c'est de gagner de la FECAFOOT. Parce qu'on ne peut pas prôner l'apaisement sur la bouche, mais poser des actes différents. Merci. Vous venez de dire quelque chose au moins à la fin, louable, à la fin. À la fin, il dit la vérité. Merci. On va... La FECAFOOT doit fonctionner. On va souhaiter, coach Lemjo, permettez-moi d'avancer. La FECAFOOT, qu'est-ce que je dis? Le peuple, le mouvement sportif, le public sportif camerounais devrait souhaiter justement que les Lions Indomptables, en allant vers le Cap-Vert, aient l'environnement de sérénité adéquat pour préparer justement ce match hyper important dans la route vers la Coupe du Monde. Notre souhait, c'est évidemment une victoire brillante des Lions Indomptables du Cameroun. Je prends une transition et je reviens tout de suite après au pas de course pour évoquer ces Yaoundé sous les pluies. Retour sur le plateau du grand soir, véritablement au pas de course, on va dire un mot, monsieur Assega, sur justement cette pluviométrie qui inquiète à l'heure où nous rentrons en pleine rentrée scolaire. Yaoundé sous les eaux, on a vu des images terribles qui nous font craindre que nos enfants qui vont reprendre le chemin des classes ne seront pas en sécurité s'il y a véritablement cette effervescence en termes de pluviométrie qui est observée. Oui, tout à fait. En une minute, oui, monsieur Yaoundé est une capitale de la région du centre où nous avons un relief qui est franchement querellé. Ce qui fait que les problèmes d'inondation au niveau de Yaoundé sont causés par une combinaison de plusieurs facteurs. Nous pouvons par exemple parler ici des précipitations, parce que Yaoundé est une zone où il y a trop de précipitations. Nous pouvons également parler des reliefs qui entraînent ici des ruissellements dans les bas-fonds. Nous pouvons parler également de l'assainissement qui manque. Nous pouvons également parler ici de la gestion urbaine. À partir de cet instant, lorsque nous le savons déjà, il se trouve ici qu'il s'agit d'un travail scientifique qui doit être fait pour pouvoir empêcher Yaoundé d'être inondé. N'oublions pas que géographiquement parlant, Yaoundé est situé aux enclavures du fleuve Mfundi. Et où, dans certains endroits de la ville de Yaoundé, l'Mfundi passe en dessous. Donc le nid du fleuve, de temps en temps, se retrouve en train d'être relevé. Du coup, nous avons dans les endroits comme l'avenue Kennedy, qui à chaque fois seront inondés. Il est donc question pour les gouvernants de revoir et de repenser la ville de Yaoundé. Il est question de repenser la ville de Yaoundé et de revenir sur l'incivisme. Parce que les populations de Yaoundé elles-mêmes ne sont pas en reste, ils sont responsables de beaucoup de ces inondations. Coach Lemjo, en une minute top chrono, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on s'engage vers la rentrée et que les enfants, malheureusement, seront exposés à ces multiples intempéries? Les maires doivent travailler. Les maires doivent travailler, surtout le maire de la ville. Parce que ce qui gêne aujourd'hui dans le travail au quotidien, et dans la ville de Yaoundé, par exemple, c'est l'abus du pouvoir. Les pouvoirs sont concentrés sur un super maire qui s'ingère du travail des autres, qui entre dans le domaine des autres, qui empêche les autres maires de travailler. Alors, chacun fait comme il veut. Et dernièrement, ils ont reçu de l'argent, parce qu'ils ont reçu de l'argent. Chacun mairie a reçu de l'argent d'investissement. Mais à Yaoundé particulièrement, le problème des évacuations d'eau, il paraît que les égouts sont bouchés.
les canalisations, ça ne fonctionne pas, surtout au niveau de la peau centrale, de la vallée, et puis au niveau même de la peau centrale. Il en est de même pour certains carrefours, Batalonkak. Bon, actuellement, vous savez que Yaoundé est tout en chantier, les embouteillages, avec une forte pluviosité, comme vous voyez, la rentrée sera entachée donc il y a beaucoup de voies de circulation, c'est que les élections approchent. La ville de Yaoundé est sur réflexion. Merci. C'est-à-dire on est en train de vouloir travailler. Les maires ont trouvé que ça c'est le moment de faire leur campagne. Merci. On va tenir que les maires doivent travailler justement. On a un conseiller municipal devant nous. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des inquiétudes des parents qui vont laisser leurs enfants s'engager sur de fortes intempéries. Yaoundé a 3 problèmes, Stéphane Barga. Le premier problème, c'est les acteurs. Il y a l'obésité d'acteurs qui interviennent à Yaoundé. Vous avez le Mindu, vous avez le maire de la ville, vous avez les régions, vous avez les maires d'arrondissement. À un moment donné, personne ne sait plus quoi faire. Voilà. Or, il y a également l'incivisme. Il y a l'incivisme des populations et il y a un problème d'assainissement. Ces 3 problèmes se résument par le manque de collaboration. Parce qu'on a quand même une institut de météo qui est à la pointe de la technologie, qui est là à Hawaï, et qui travaille, qui a des instruments, qui fait des alertes. Mais les acteurs ne s'asseyent pas pour s'organiser, pour prendre en compte les alertes de la météo. Vous savez que chaque fois que les pluies recommencent, les égouts sont bouchés et puis ça fait que des eaux ressortent et tout. On devait donc commencer par curer ces égouts. Merci. En attendant que les pluies arrivent. Timothée Somba, 30 secondes, qu'est-ce qu'on fait? La pluviométrie augmente et inquiète les parents qui vont laisser leurs enfants s'en aller vers l'école. Mais le parent qui est inquiet garde son enfant à la maison. Qui croit que quoi? C'est une nouvelle pluviométrie. Ça va. Nous qui avons fait toutes nos classes ici à Yaoundé, on a bravé toutes les intempéries pour aller à l'école. Moi, parfois, il m'arrive d'accompagner mes enfants à l'école en les portant sur mes épaules. Que les parents jouent leur rôle. Yaoundé est une vieille ville, une ville coloniale, qu'on essaye de colmater. Donc, que les parents, qui sont les premiers responsables de leurs parents, se battent à accompagner leurs enfants à l'école. C'est tout. Aucun enfant ne va mourir. Merci. Thomas Noah. Oui, je pense que mes copanélistes ont tout dit, mais le maire a évoqué 3 structures qui gèrent les finances de la ville. Oui, plusieurs. Donc, pourquoi ne pas disséquer? Il faut concasser ce budget, ce mot cher à Essomba, Dieudonné Essomba, que j'aime beaucoup. Pourquoi ne pas concasser ce budget et le remettre directement aux acteurs qui travaillent sur le terrain pour pouvoir merci mieux manager cette pour gestion. La proposition. On va les retenir toutes et surtout on va revenir et dire bonne rentrée scolaire à tous nos petits qui vont véritablement reprendre le chemin de l'école lundi prochain. Quant à nous, on va vous dire merci pour vos nombreuses contributions. Le grand soir, c'est justement cette plateforme qui vous fait abondamment réagir. Tout de suite, c'est le journal Langue de Shakespeare, une affaire justement de la rédaction centrale d'Info TV, ainsi que 20h. Aussi, Langue de Molière pour ne rien rater de l'essentiel, de la quintessence, de l'actualité d'ici, mais surtout d'ailleurs sur votre chaîne de proximité et du vivre ensemble. Quant à nous, retrouvons-nous en bien d'autres lieux, toujours sur les mêmes antennes Info TV. Bien le bonsoir. Ici, l'université qui garantit un emploi avec ses 3 campus offre des formations professionnelles pour les sections francophones et anglophones en Échindi.